Bonjour à toutes et à tous. J'essaie de voir que la jauge se stabilise un peu. Donc, vous êtes bien sur le webinaire qui va parler de comment parler d'écologie et de politique avec ses proches sans se fâcher. Vous êtes nombreux et nombreuses à vous connecter, donc on va patienter un peu pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. J'en profite pour dire à celles et ceux qui sont déjà là, apporter quelques petites précisions techniques. Donc, vos caméras et vos micros sont coupés pour nous faciliter la modération. Il y a un chat qui sera également fermé pendant l'intégralité du webinaire pour des questions de modération et d'accessibilité. Par contre, vous, de manière individuelle, vous pouvez poser vos questions à tout moment par écrit via l'onglet qui s'appelle Q&R, qui est situé juste en bas de votre écran. Et du coup, je me chargerai, avec de l'aide de l'équipe que je vous présenterai après, de rassembler ces questions et de les poser à nos deux intervenantes. Et si vous avez la moindre difficulté technique pour vous connecter ou une autre question technique, vous pouvez aussi utiliser cet espace Q&R et l'équipe d'animation se chargera d'essayer de vous aider et de trouver une solution. Donc on patiente encore un tout petit peu pour laisser le temps à un maximum de gens de se connecter et on vous reprend juste après ça. Donc, quelques minutes de patience. Merci tout le monde. Je me répète, mais merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. On patiente encore un petit peu pour permettre au maximum de gens de nous rejoindre avant de commencer. Et on se lance dans quelques minutes. Donc patientez tranquillement. Restez avec nous, hein, on attend juste encore quelques secondes, les retardataires, et on va commencer. Donc, encore quelques secondes de patience. Allez, on va se lancer. Donc, bienvenue déjà. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Merci d'avoir patienté pour celles et ceux qui étaient à l'heure. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints à l'instant autour d'une question hyper importante, mais pas forcément si simple, qui est de savoir comment parler d'écologie et de politique avec ses proches sans se fâcher, qui est organisée ce soir par Greenpeace France. Et je vais vous présenter nos deux intervenantes qui vont animer ce webinaire. Donc déjà, vous êtes nombreux et nombreux à nous avoir rejoints, donc c'est très chouette et on va pouvoir du coup commencer. Moi, je me présente, je vais passer la parole ce soir. Je suis Sarah Fayol, je suis chargée de campagne chez Greenpeace France et je vais animer ces discussions. Et je suis entourée ce soir de mes collègues de l'équipe communication qui vont m'aider à modérer et notamment à prendre en compte vos questions pour pouvoir les poser à nos intervenantes à la suite de leur présentation. Donc, je suis accompagnée ce soir. Ils vont vous montrer leur visage, puis après, hop, ils couperont leur micro pour pouvoir se concentrer sur leur tâche de la soirée. C'est Laurent, Camille et Anaïs. Donc, un grand merci à elles et eux. Et maintenant, je vous présente nos deux intervenantes. Donc, on a Loumire Laprey qui est avec nous ce soir. Loumire, tu es activiste, tu es spécialiste en mobilisation citoyenne et tu as développé une expertise précieuse en matière de lutte contre l'extrême droite, notamment dans les territoires
ruraux et périurbains. Tu t'es formé aux États-Unis à la conversation intentionnelle, à l'écoute active et au community organizing. Pour toutes celles et ceux qui ne comprennent pas ce que je viens de raconter, ça tombe bien, c'est exactement l'objet du webinaire de ce soir, que Loumir puisse nous expliquer ce que sont ces pratiques et comment vous pouvez les utiliser. Et Loumir, tu as publié tout récemment, en septembre 2025, un livre qui cherche à comprendre le malaise qui monte dans les campagnes françaises. C'est un témoignage perso, engagé, hyper émouvant, qui s'appelle Ces gens-là, et qui est paru aux éditions Payot. Et nos collègues mettront dans le chat les infos pour que vous puissiez retrouver ce livre facilement. Et Loumir, elle va nous proposer ce soir de découvrir donc ces méthodes concrètes, accessibles et respectueuses pour parler avec vos proches, même quand c'est des sujets sensibles et même quand il y a des désaccords possibles. Loumir, est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est tout bon? C'est parfait. C'est parfait. Et notre deuxième intervenante, c'est Céline Ferrero. Céline, tu es responsable de projet numérique chez Greenpeace France. Tu es spécialiste des campagnes de communication et de mobilisation numérique, donc de mobilisation en ligne. Tu travailles au sein de Greenpeace France depuis 2017, donc ça fait presque 10 ans. Et tu formes également depuis plus de 10 ans des collectifs, des organismes et des institutions aux stratégies numériques multicanales. Là aussi, si vous ne comprenez pas ce que je raconte et si vous avez l'impression que c'est du charabia, ça tombe bien, c'est exactement ce dont va nous parler Céline ce soir. Et Céline, tu as par ailleurs contribué au mouvement Nuit debout, c'était déjà il y a 10 ans, mais ça reste une source d'inspiration hyper intéressante, et donc tu pourras nous en dire aussi quelques mots s'il y a des questions là-dessus. Et tu es co-autrice de l'ouvrage, alors comment dire ça, hashtag 32 mars, aux éditions Cherche Midi. Et Céline, tu vas nous parler plus particulièrement ce soir de la façon d'aborder les conversations en ligne, que ce soit dans des groupes d'amis, des groupes de famille, des groupes de voisins ou d'autres espaces. Céline, est-ce que je t'ai bien présentée ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, merci beaucoup, Sarah. Parfait. Je vais répéter quelques petites précisions techniques que j'ai dit à celles et ceux qui étaient arrivés au tout début, mais que tout le monde n'a peut-être pas entendu. Donc, vos caméras et vos micros à vous, participants, sont coupés afin de faciliter la modération. Le chat est également fermé pendant l'intégralité du webinaire pour des questions de modération et d'accessibilité de cette visio à toutes et tous. Par contre, vous pouvez poser vos questions ou faire remonter les éventuels problèmes techniques que vous auriez dans l'onglet qui s'appelle Q&R, qui est juste en bas de votre écran. Et avec mes collègues, l'idée, c'est qu'on prenne en compte toutes les questions qui remontent, qu'on tâche de les regrouper, de les rassembler et d'en poser le plus possible à nos intervenantes pendant la session de questions-réponses après leurs deux interventions. Vos questions ne seront pas visibles de tout le monde, mais nous, on les verra et on les prendra en compte le mieux possible. De la même manière, si vous rencontrez des problèmes techniques, vous pouvez passer par cet espace Q&R. On essaiera avec mes collègues de vous aider au mieux. Et avant de passer la parole à Loumir et Céline, je voulais vous rappeler que ce webinaire, ça fait partie d'une petite série puisqu'on a organisé un premier webinaire la semaine dernière dans laquelle j'intervenais aux côtés de Mathieu Mollard. Je vous en parle parce que le replay de ce premier webinaire est disponible. Donc, on vous le mettra aussi dans le chat si vous voulez vous plonger dedans. Le webinaire de la semaine dernière, donc Mathieu Mollard, qui est le co-rédacteur en chef de Street Press. Mathieu Mollard est plus revenu, lui, dans ce premier webinaire sur l'état des lieux et les acteurs et l'historique de l'extrême droite en France. Et moi, de mon côté, j'avais plutôt expliqué les raisons de notre mobilisation chez Greenpeace France dans ce contexte de montée de l'extrême droite et les menaces que l'on considère que l'extrême droite fait peser sur la transition écologique et sociale. Donc ça, c'était l'objet du premier webinaire. On vous met le replay dans le chat si vous voulez vous plonger dedans. Et le but, c'est pas par contre que je ne vous parle trop de ce premier webinaire, il est passé, mais qu'on se concentre sur le deuxième. Et du coup, je laisse la parole tout de suite à Loumir pour nous parler du sujet qui nous rassemble donc aujourd'hui, comment parler d'écologie et de politique avec ses proches sans se fâcher. Loumir, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, à 1 mois et 3 jours du premier tour des municipales. Je pense que c'est le moment. J'espère que vous avez toutes et tous bien fait votre plan de vote, c'est-à-dire que vous saurez où vous êtes les dimanches 15 et 22 mars. Et que vous êtes bien inscrite, que si jamais vous n'êtes pas là parce que vous avez des super plans de week-end, vous avez trouvé une procuration. Euh, Écoutez, je me lance. Sarah m'a présenté de manière très juste. Donc voilà, mon histoire personnelle m'a amenée à avoir ce genre de pratique et des réflexions. Moi, j'ai grandi dans l'Ain, le premier département de France. C'est un département rural et industriel qui est majoritairement peuplé de classes populaires et de petites classes moyennes. Donc en fait, ça veut dire que concrètement, 75%
des gens avec qui j'ai grandi, que j'aime et qui peuplent ma vie, euh, sont soit ouvriers, soit employés. Et qu'ils sont très souvent dans ce qu'on appelle des positions subalternes, c'est-à-dire qu'ils ont assez peu de liberté au travail. Donc ça va de celles et ceux qui n'en ont pas du tout, par exemple, qui travaillent dans des entrepôts où ils ont carrément un casque qui leur dit quoi faire minute par minute, quelle palette ouvrir, quel carton remplir, sur quelle chaîne le poser, etc. À d'autres personnes qui peuvent être employées dans des TPME, beaucoup travaillent dans le bâtiment, dans le service, où on pourrait penser qu'elles ont plus d'autonomie parce qu'elles sont, par exemple, aides-soignantes, donc au volant de leur propre voiture, etc., mais qui vivent enfin, qui travaillent dans un système qui les pressurise beaucoup, où elles n'ont plus le temps. Je pense à mes copines aides-soignantes, par exemple, de faire correctement leur travail. Donc, et ça crée beaucoup de colère et de ressentiment et de sentiments profonds d'être toujours perdant du grand jeu de la vie dans le capitalisme, même si c'est pas toujours verbalisé comme ça. Et ça crée de plus en plus, chez moi comme dans beaucoup de campagnes françaises, une montée du vote RN. Et au-delà du vote, on en reparlera, mais de l'adhésion à la vision du monde du RN, qui, je trouve, finalement, est encore plus inquiétante parce que le vote, pour beaucoup de personnes qui sont peu politisées, c'est pas forcément une fin en soi, c'est bien plus la résultante d'une vision du monde qui prend cher. Et c'est inquiétant quand on connaît la vision du monde proposée par le RN, qui est une proposition de division, de ressentiment, de haine, d'écrasement et de domination. Donc, moi, je suis rentrée habiter chez moi après le mouvement des Gilets jaunes. Céline, son grand moment, ça a été Nuit debout. Moi, le mien, ça a été les Gilets jaunes parce que bah, c'est assez cohérent, hein. C'est le grand mouvement social de la ruralité de ces dernières années. Il a été très fort chez moi et ça m'a beaucoup touchée. Je vais parler pas mal d'émotions ce soir parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez déjà en politique et surtout je pense que ces émotions elles sont vraiment au cœur de tout ce qui nous agite et de tout ce qui agite nos proches. C'est rarement de l'idéologie pure, c'est surtout euh, des grandes déclarations qui cachent beaucoup d'émotions qui ont assez peu de place dans le débat et dans le discours politique. Et donc, les émotions que m'ont créé le mouvement des Gilets jaunes, c'est beaucoup de fierté d'appartenir à cette France qui a été capable, malgré bien évidemment quelques je ne nie pas qu'il y avait une frange des Gilets jaunes qui était déjà radicalisée dans l'idéologie d'extrême droite, qui était déjà à la recherche de boucs émissaires qui étaient plus marginalisés et plus vulnérables qu'eux. Mais la majorité des gens sont partis d'une revendication individuelle qui était le prix de l'essence et sont très vite montés en généralité sur mais en fait, comment c'est possible qu'on taxe plus l'essence que nous on met dans notre voiture pour aller travailler et donc pour survivre? Que le kérosène des jets privés, comment c'est possible que les taxes, bah, ce soit les petites classes moyennes qui les payent plus que les ultra riches, comment c'est possible que on travaille sagement 5 jours par semaine, y compris en 2-8 et en 3-8, et que on puisse jamais partir en vacances. Et l'identification assez claire de responsables sur lesquels je suis d'accord. C'est pour ça qu'on a vu voilà, des manifestations qui ont eu lieu devant l'Élysée, qui ont eu lieu sur les Champs-Élysées, devant le Fouquet's. Et donc cette fierté, elle m'a vraiment marquée. Et elle a eu comme et on reparlera de cette émotion de la fierté qui, je pense, est importante. Comme pendant la honte, qui était la honte de moi, n'avoir pas fait confiance aux gens avec qui j'avais grandi sur leur capacité à changer, sur leur capacité à identifier les personnes qui étaient responsables de leurs problèmes. Ça m'a vraiment bouleversée de voir que moi qui avais, donc j'ai grandi avec ma maman qui est prof, mère célibataire dans mon village de 200 habitants, et quand je suis partie, je suis allée à Sciences Po à Lyon. Et en fait, assez rapidement, j'ai été convaincue par le discours ambiant de l'élite
qui voulaient que le changement, y compris de gauche, hein, parce que Sciences Po, c'est plutôt, en tout cas à Lyon, un établissement de gauche où on pensait le changement social. Mais l'accord assez global était que le changement ne viendrait pas de la France que moi, dont je venais, ne viendrait pas de mes proches. Ce qui était quand même toujours un peu étrange parce qu'à côté de ça, on citait beaucoup Bourdieu et les classes populaires. Et je me disais, mais c'est marrant parce que tes parents, ils travaillent quand même dans l'assurance. Et moi, mes copains, ils travaillent à l'usine. Et bon. Et en fait, petit à petit, j'ai un peu accepté que les gens ne pouvaient pas changer et qu'il y avait des grandes catégories de personnes à qui il fallait parler quand on était de gauche et d'autres à qui ça valait plus le coup. Ça avait plus de sens, en fait, parce que bah, c'était de la perte de temps, parce qu'ils étaient idiots, parce qu'ils étaient incultes, parce qu'ils étaient revanchards, parce qu'ils étaient racistes, fascistes, etc. Et donc, j'ai vraiment, je crois, bah, je sais pas si j'ai accepté, je sais pas si je me congratule de ça, mais le fait est que j'ai été vraiment bouleversée par ce mouvement et il m'a poussée à revenir m'installer dans la plaine de l'Ain, donc le lieu dont je suis euh, issue, où j'ai grandi et où j'ai encore tous mes amis et ma maman. À ce moment-là, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui habitent à la campagne, bah, j'ai bien réalisé que c'était obligatoire d'interagir au quotidien avec des personnes qui non seulement ne votaient pas comme moi, mais ne pensaient pas comme moi, ne disaient, en tout cas ne parlaient pas comme moi, ne disaient pas les mêmes choses. Ce qui m'était, sincèrement, et je dois être honnête hein, avec vous et avec moi-même, peut arriver depuis que j'avais intégré Sciences Po et que bah voilà, je fréquentais des milieux plutôt militants. Quand j'habitais à Paris, j'habitais dans le 20e, à Ménilmontant. J'allais faire mes courses à la Biocoop. Enfin, je veux dire, mes copains étaient, j'en étais très heureuse. Enfin, je veux dire, c'était aussi très reposant et très agréable et très enthousiasmant, stimulant d'être avec des gens qui étaient très alignés politiquement avec moi. Euh, mais là, j'ai plus vraiment eu le choix. J'ai déménagé avec mon ex-conjoint dans un village de 1500 habitants où il y avait un seul bar, une seule pizzeria, un seul tabac. Enfin, je veux dire, et c'est vrai que nous, en néo-parisien, on avait pris l'habitude de sortir, d'aller au café, etc. Donc, on a passé pas mal de temps au PMU, qui était en face de chez nous. Et là, une autre réalité s'est rappelée à moi quand même, qui était que ben non, non, moi, ce que je pensais, les mots que j'utilisais, les évidences auxquelles je pensais n'étaient pas du tout partagées par tout le monde, y compris par des gens avec qui j'ai grandi, y compris avec des gens qui, sur le papier, avaient tout pour être syndiqués à la CGT et trouver que le problème, c'était leur patron. Et là, j'ai pas vraiment eu le choix, en fait, de ne pas interagir parce que, comme je venais du coin, tout le monde avait bien en tête qui j'étais et je veux dire, c'était pas vraiment une option que de ne pas avoir ces discussions. En tout cas, je me la suis pas laissée. Puis après, je me suis présentée en 2022 aux législatives dans le cadre de la NUPES dans cette circonscription. Donc, tout ça pour vous dire que des conversations avec des inconnus et des proches qui votent pour le RN, mais au-delà de ça, ne tirent pas du tout les mêmes conclusions que moi sur plein d'événements sociaux. J'en ai eu plein. Et surtout, au début, bon voilà, je me suis dit, ça fait partie de mon travail, je fais de la politique, etc. Voilà. Et en fait, au bout de quelques années, je suis rentrée à Paris et j'ai réalisé que dans mon camp politique, mais quand je dis politique, c'est très large, c'est-à-dire la gauche, mais aussi les milieux progressistes au global, donc le milieu climat dont j'étais issue de base, euh, enfin, plein de cercles militants, ça n'allait pas du tout de soi d'avoir des conversations avec des gens qui, d'entrée de jeu, n'étaient pas d'accord avec nous. Voire que c'était même un reproche, enfin on ment, mais pas seulement à moi, mais nous, collectivement, pouvait en faire le reproche parce que ce serait d'une manière, euh, une manière d'abandonner ses principes, de renier les choses importantes pour nous, de perdre en pureté. Et je dis pas ça que, c'est pas qu'une critique. Quand je dis perdre en pureté, ça peut paraître comme une critique, mais moi j'entends aussi qu'on puisse dire, mais enfin, mais comment peut-on parler avec des gens qui risquent de mettre le fascisme au pouvoir? Et c'est une question que j'entends vraiment profondément. Si vous êtes là ce soir, j'imagine que vous êtes convaincu qu'on peut faire autrement. Euh,
Et je pense sincèrement que avec une méthode, on peut tout à fait avoir ces conversations. Donc, ce que je vous propose, c'est pas une recette magique, hein, parce que sinon, on aurait gagné. Et puis, un jeudi soir à 19h20, on serait en train de boire des coups, faire de la chorale, jouer avec nos enfants, enfin, faire autre chose que de se former à militer dans un contexte pré-fasciste, potentiellement. Mais c'est quand même une méthode que j'ai expérimentée, et pas seulement moi, on est plusieurs, hein, bien sûr. Sarah l'a mentionné, j'ai été formée par des gens extraordinaires aux États-Unis, où c'est des méthodes qui ont été théorisées. Donc on est plusieurs quand même à réaliser que on peut faire quelque chose. Ça marche pas à tous les coups, ça marche pas du premier coup, mais on n'est pas obligé de rester impuissant face à la radicalisation ou au fossé qu'il peut y avoir entre nous et nos proches. C'est pour ça que nous, ce qu'on utilise chez Victoire Populaire, où je travaille en ce moment, mais dans d'autres cercles, c'est ce concept pardon, de la conversation intentionnelle, qui porte bien son nom, même s'il est un peu barbare. Euh, Conversation, parce que c'est une conversation et non pas un débat. C'est important. Un débat, par exemple, comme les débats qu'on voit à la télé, l'objectif, c'est, et j'imagine que vous en avez déjà eu, moi j'en ai eu et j'en ai encore, parce que je me laisse attraper par le truc, ou que j'ai bu un coup, ou que voilà. C'est, vous savez, quand l'autre parle et que vous ne l'écoutez que pour savoir ce que vous allez lui répondre. Donc c'est le ping-pong. Vous savez, c'est le tennis de table. Vous regardez la balle comme ça. Ah, c'est encore mieux si il y a des gens qui comptent les points autour et que l'objectif à la fin, c'est de gagner. C'est pas forcément de convaincre, c'est de gagner. Et c'est de dire, ah ben je l'ai bien eu, je lui ai fermé son caquet. Je veux dire, c'est l'exemple de conversation politique qu'on a à la télé, c'est ça, hein. C'est pas du tout une conversation. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une conversation comme vous auriez une conversation intime sur... je prends beaucoup de comparaisons avec la vie quotidienne parce que je pense qu'elle nous aide, surtout quand on parle de nos proches. À mon avis, on doit se comporter en parlant de politique bien plus avec nos proches, comme on parle d'autres sujets, que comme le monde politique se comporte. Donc une conversation qui ressemble à, dans la forme, dans le ton, je ne sais pas, si votre copine vous dit qu'elle réfléchit à de divorcer, ou qu'elle vous... C'est quelque chose d'intime. Donc c'est pas léger, genre, t'as mangé quoi hier? Mais c'est pas autre que intime. Ça, on parle d'émotion. Et pour moi, on doit avoir la même intention, c'est pour ça que le deuxième mot, c'est intentionnel, que quand on a très envie de comprendre bah, pourquoi l'autre réfléchit à divorcer, comment l'autre se sent après un décès, enfin voilà, toute conversation qui est chargée émotionnellement, parce qu'en réalité, quand on mène bien une conversation intentionnelle, elle est chargée émotionnellement. Et il faut s'y préparer. C'est pour ça que dans intentionnel, il y a intention. Et il me semble important, avant d'avoir ce genre de conversation, de poser une intention. Euh, Par exemple, vous pouvez, le fait de poser une intention vous permet aussi de vous conditionner, à vous dire là, on n'est pas en train de parler de n'importe quoi, là, attention, je mets ma casquette conversation intentionnelle, je ne suis pas juste une militante, je n'essaye pas forcément de convaincre ou quoi, j'essaye de faire ma structure. Euh, Ça permet aussi à vous de vous poser des objectifs qui sont atteignables. Si vous avez un tonton dont les seules choses que vous entendez de sa bouche sont des trucs hyper racistes, hyper problématiques, le fameux tonton raciste de Noël, vous le voyez, alors qu'il existe ou pas, il y a, en tout cas moi dans mon entourage, des gens qui euh, sont loin sur le spectre. Si moi je suis là, ils sont là. Euh, L'intention ne peut pas être de se dire, après cette conversation, même si je la fais très très bien, il va se mettre à voter à gauche 100% des élections. C'est pas ça. Et ça vous permet aussi à vous de vous préparer et de vous dire, attends, euh, je me détends, mon objectif c'est de reconnecter avec quelqu'un et d'aller au fond de ses motivations pour voir si il ou elle peut bouger et pas de faire une révolution copernicienne de son rapport à la politique ou à l'écologie. Je le dis parce que sinon, ça peut être très frustrant, ça peut être très décevant, on peut se sentir toujours en échec en disant, mais enfin, mais j'aurais dû... Vous savez, ces genres de conversations, vous ressortez, vous dites, ah, mais j'aurais dû dire ça, je suis idiote, oh là là, mais cet argument, mais j'y avais pas pensé, ah, bon. Là, votre arme massive, c'est l'écoute. Alors, je sais, c'est un peu...
c'est un peu désespérant ce que je vous raconte parce qu'en fait, je vous dis que le plus important, c'est pas ce que vous allez dire, mais c'est comment vous allez écouter. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Maya Angelou, qui est une grande poétesse afro-américaine qui a écrit des choses merveilleuses. Par exemple, Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante, enfin de très belles, de très beaux ouvrages. Elle disait quelque chose qui, je pense, colle beaucoup à ce qu'on essaye de faire, qui est vous oublierez ce que les gens vous ont dit, vous oublierez ce que les gens ont fait, mais vous n'oublierez jamais ce que les gens vous ont fait ressentir. C'est avec cette citation qu'il faut entamer votre conversation intentionnelle. En voyant tout simplement la personne en face de vous comme un proche, déjà, c'est important de le rappeler, quelqu'un que vous aimez. C'est parce que c'est ça, hein, parler de politique et d'écologie avec ses proches. Un proche, c'est quelqu'un qu'on aime. Et parfois, on oublie. Parfois, on dit, non, là, on a une conversation politique. On ne parle plus de... En fait, si, c'est la même personne. A fortiori quand les gens sont peu politisés. Parce que quand les gens sont peu politisés, eux ne font pas forcément le distinguo que vous pouvez faire avec la casquette scientifique, rationnelle, les chiffres, l'argumentaire et euh, quand vous parliez de trucs intimes juste avant. Et donc, ça peut créer un espèce d'énorme décalage où vous vous dites, mais non, mais là, on n'est plus sur le même type de conversation. Or, la personne en face, elle parle de son quotidien, elle parle de son ressenti, de ses émotions. Donc, elle est complètement dans le même registre. Et là, vous devenez vous, et je dis vous, enfin, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Donc, vraiment, tout ça, c'est une aspiration, un horizon vers lequel tendre. C'est pas une science exacte qu'on va réussir à tous les coups, hein. Mais le truc que ça peut créer, et moi je sais que je l'ai vécu plusieurs fois, c'est une forme de dureté, de dire le ton change, la fréquence de parole change, on se met d'un coup à utiliser des chiffres, à asséner des choses, à moins poser des questions. Et donc le type d'interaction change complètement. Et l'autre, il pensait qu'il était à un café avec sa copine ou sa nièce ou sa petite fille. Et d'un coup, il a quelqu'un d'autre en face de lui. Et ça, c'est très déstabilisant pour la personne qui n'avait pas du tout vu ça venir et qui est souvent pas forcément consentante d'avoir ce genre de conversation. Donc, rappelez-vous bien que avant tout, vous aimez cette personne. C'est important. Ensuite, il y a une structure qui fonctionne bien. La première chose, quand quelqu'un vous dit, par exemple, parce que souvent, on commence pas une conversation politique de manière un peu prévue, sauf si c'est vous qui l'amenez. Mais sinon, ce qui se passe, c'est que quelqu'un dit une phrase où vous vous dites, il est zinzin, je ne peux pas laisser passer ça, comme il y a trop d'immigrés en France, les responsables de la crise agricole, c'est les escrolos, terme que j'ai appris il y a 2 jours, ou les woke, enfin bon, vous voyez. Et là, la tentation est très très forte de dire, non mais tu peux pas dire ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est faux. Ce qui, encore une fois, n'est- peut tout à fait être le cas. Moi, je ne pense pas, par exemple, que la crise agricole soit liée aux normes environnementales en majorité. Je pense qu'elle est liée. Enfin, je ne vais pas vous faire le truc, mais bon, le libre-échange et le dérèglement climatique me semblent un peu plus importants dans la crise agricole actuelle que les normes. Mais l'autre, il pense ça. D'accord? Donc, le sujet n'est pas de lui dire non. Et ça, c'est important à garder en tête, surtout si, comme moi c'est le cas chez moi par exemple, vous avez un fort différentiel de diplôme, de statut, de salaire, d'éducation que la personne en face de vous. Parce qu'il y a déjà, que vous le vouliez ou non, dans une société comme la société française qui valorise le diplôme, qui valorise les grandes études, qui valorise la capacité à parler bien, à utiliser des termes techniques, la sensation d'être déjà un peu moins intelligent que vous si vous, vous avez fait des études. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré, de ah, c'est encore l'intello qui va ouvrir sa grande bouche, ah, ça y est, elle va faire la classe, machin. Ça, il faut vraiment éviter parce que sinon, toute la conversation s'annule si l'autre se sent attaqué. C'est un peu comme, encore une fois, je prends un truc du quotidien, mais euh, si quelqu'un dans votre entourage fait quelque chose que vous trouvez pas correct, bah, si vous lui faites la leçon, la morale de A à Z en lui disant c'est n'importe quoi, t'as trop abusé. C'est peut-être vrai, mais ça a moins de chances d'atterrir que si vous dites, et tu sais que je t'aime, mais là, franchement, ça, c'était pas OK. Et ça, on y viendra après. Donc d'abord, si on vous dit,
on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Enfin bon, vous voyez ce genre de truc qui peut arriver très vite dans une conversation, hein. Là, vous mordez votre langue et vous posez des questions. Pourquoi? Alors nous, on a un truc qu'on appelle le jeu des 7 pourquoi. Alors, c'est pas poser 7 fois pourquoi, mais c'est pour vous dire qu'il faut creuser, creuser, creuser. Donc, si quelqu'un vous dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, par exemple. Pourquoi? Pourquoi tu penses ça? D'accord, ok. Et tu as toujours pensé ça? Ben, parce que souvent, là, les gens, ils disent des trucs, des banalités un peu. Donc, par exemple, si je reprends mon exemple de la misère du monde, donc moi, on me dit souvent, bah, on a déjà suffisamment de SDF en France pour pas s'occuper des nouveaux. Ah d'accord. Et donc là, ah oui, bah donc ça te choque qu'il y ait des SDF en France. Ah, c'est quand la dernière fois que tu en as vu un? Euh, bah, on creuse, on creuse. Souvent, les gens arrivent si vous posez des questions sur eux. Donc, c'est-à-dire, la question, c'est pas juste théoriquement pourquoi c'est grave qu'il y ait des SDF en France, mais c'est quand la dernière fois que tu en as vu un, est-ce que tu arrives à les aider? Là, souvent, les gens disent, bah non, moi, je suis déjà en galère. Ah bon, mais comment ça se fait? Mais tu gagnes combien? Mais ah bon, je savais pas que c'était si difficile. Enfin, on pose des questions. Et là, les gens, ils arrivent à parler d'eux. Parce qu'un truc assez chouette de l'humain, c'est qu'il adore parler de lui. Donc nous, ça nous sert beaucoup dans ce cadre de la conversation intentionnelle, où je rappelle que l'objectif, c'est écouter. Un truc qu'on m'a dit au tout début de mes expériences syndicales, c'est tu as deux oreilles et une bouche et il faut les utiliser à ce ratio. Donc on écoute 2 fois plus qu'on parle. C'est très très important et je sais parce que je le fais encore plein de fois. Donc la tentation quand on entend un truc complètement, mais une fake news, un truc HS, de dire ah mais c'est juste que t'es pas au courant, je vais t'expliquer. C'est pas souvent ça n'est pas ça le ressort. Ce qui doit vous animer, c'est essayer de comprendre pourquoi c'est important pour la personne en face de vous de s'accrocher à cette idée selon laquelle les responsables de la crise agricole, ce sont les écolos. Ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Donc, c'est qu'il se joue quelque chose qui est placé ailleurs. Et c'est ça que grâce à vos questions, vous allez réussir à identifier où se joue le truc, en fait. Donc, par exemple, sur les écolos, une conversation que j'ai souvent, c'est in fine, les normes, ça commence par les agriculteurs, ça va venir chez nous, on n'aura plus rien de faire, et la voiture, et en fait, ça finit par, mais moi, sans bagnole, je peux pas aller bosser, en fait. Et si je peux pas bosser, je peux pas rembourser mon prêt, et si je peux pas rembourser mon prêt, je perds ma maison, et si je perds ma maison, je perds mon mariage. Et alors là, en fait, vous réalisez que les gens, ils sont dans une espèce de panique. Encore une fois, je connais plutôt les milieux populaires, petite classe moyenne, ruraux. Donc, c'est là que vient mon expertise, mon expérience, la plupart des conversations que j'ai eues. Je ne sais pas ce que c'est de parler de, d'écologie avec dans des milieux très bourgeois, de droite conservatrice, parce que c'est pas mon milieu. Donc ce que je vous dis, c'est ancré là-dedans, mais je pense que des amis chrétiens, par exemple, qui parlent du vote d'extrême droite dans leur milieu chrétien, disent aussi, ça n'a aucun sens. Tu peux pas avoir lu l'Évangile et voter. Enfin, ça n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui se joue derrière? Ça, c'est la première question. On creuse, on creuse, on creuse. Quand vous avez bien creusé, vous savez, parce que les gens, ils parlent de d'eux, en fait, de leurs galères, de leurs espoirs, de leurs rêves, de leurs frustrations. Là, vous faites un truc qui s'appelle valider les émotions et la colère, en reformulant, d'accord? En disant, oui, c'est dur. Je comprends que ce soit dur. Je comprends que tu aies peur que demain, le litre d'essence, il soit à 4 euros et que tu ne puisses plus aller au travail. Parce que c'est une vraie peur. Et c'est là où vous savez si vous avez bien creusé, c'est qu'en fait, c'est une vraie peur, c'est pas une banalité, comme il y a des gens qui profitent des aides. Mais la question, c'est toi, qu'est-ce que ça te fait? Donc, une fois que vous avez eu ça, vous validez la colère, enfin, vous validez les émotions en disant, en répétant. Ce que vous dites, c'est poser des questions et répéter des trucs, hein. Donc, vous avez assez peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas être expert, il faut pas avoir lu plein de chiffres et tout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de rentrer en connexion avec l'autre en face de vous et de comprendre ce qui résonne pour lui ou pour elle. Donc, on répète. Je comprends que ça soit dur. Oui, ça doit être difficile. Dis donc, je ne savais pas que c'était aussi tendu ton budget. En effet, ça doit être flippant. Moi, si j'étais à ta place aussi, ça me ferait peur, etc. Là, vous pouvez aussi reformuler pour trouver ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun, des valeurs communes. Donc, par exemple, euh, si je prends mon histoire de accueillir toute la misère du monde, bah, prenons plutôt un exemple sur l'écologie, parce qu'on est chez Greenpeace quand même.
Euh, donc, tu penses que, bien sûr, que tu as envie de vivre, par exemple, de respirer de l'air pur, mais tu as peur que le coût à payer pour ça, ce soit que toi, tu n'aies plus le droit de prendre ta voiture. Et là, les gens, ils vont dire oui, oui, oui. Parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête que, en vrai, de vrai, la plupart du temps, on veut les mêmes trucs, hein. La plupart des gens, ils veulent aller au boulot et avoir assez d'argent pour vivre, payer leur crédit, pouvoir partir en vacances, pouvoir se faire un resto une fois de temps en temps. Ils veulent poser leurs gamins à l'école sans se demander s'ils vont être harcelés, s'ils vont avoir une AESH, s'ils sont en difficulté, s'ils vont avoir des bons profs, s'ils vont après pouvoir trouver un travail. Enfin, on a tous un peu les mêmes sujets, au fond. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les personnes, plus elles sont précaires en plus, plus elles ont l'impression que les changements que nous, on propose dans le camp progressiste vont se faire à leurs dépens. Donc, par exemple, il y a un sondage très intéressant qui est sorti récemment chez Destin Commun sur les municipales, où le Destin Commun posait la question aux Français et aux Françaises sur leurs aspirations pour les municipales. Par exemple, bah, est-ce que vous voulez plus de bio à la cantine? Et ça, c'est très intéressant. Alors, il y a 7 ou 5, je ne sais plus, de gens très bizarres qui disent non. Je ne sais pas qui sont ces gens. Est-ce qu'ils détestent les enfants? Est-ce qu'ils ont un problème avec le bio? Je ne sais pas. Mais je sais qu'ils sont 5 à 7%, c'est-à-dire une quantité absolument négligeable. Plus de 90% des gens à qui on a posé les questions disent oui, on veut du bio à la cantine. Super, on est d'accord. Super. Là où ça se corse, c'est est-ce que c'est une priorité pour vous au niveau de votre mairie? Et là, beaucoup de gens répondent je ne sais pas. Et pour avoir eu ce genre de conversation de très nombreuses fois, je mets mon billet que je ne sais pas vient du fait de ben si on fait ça, qu'est-ce qu'on va devoir arrêter de faire? Donc est-ce qu'il faut choisir entre conserver un city-stade et ou avoir le bio à la cantine, rénover le gymnase dans lequel je fais du basket ou avoir le bio à la cantine? Et donc les gens font des espèces de calculs comme ça qui partent vraiment d'une théorie du manque qui est vraiment le cœur de l'idéologie de l'extrême droite, qui est de dire tout est un jeu à somme négative. Si l'autre gagne, alors toi tu perds. C'est la base absolue de l'idéologie de l'extrême droite. C'est pour ça que les gens sont très en colère contre les assistés. Alors, je mets des guillemets, hein, c'est quelque chose qui revient le plus dans le discours de beaucoup d'électeurs RN maintenant. C'est on paye pour les autres, c'est toujours nous qui payons, etc. Cette impression d'injustice qui est que si on accueille des migrants, alors moi j'aurai plus de sécu. Si on leur donne la CMU, j'aurai plus de médecins traitants. Ce qui est par ailleurs assez validé par l'expérience dans le sens où ils n'ont effectivement plus de médecins traitants, mais parce qu'ils habitent dans un désert médical. Ça n'a rien à voir avec les migrants. Mais c'est là où, quand on a bien creusé, on est capable d'identifier le vrai point de douleur. Quand vous reformulez, pour trouver ce petit dénominateur commun, il faut mettre de les valeurs communes. Donc si je comprends bien, toi aussi, tu aimerais qu'il y ait du bio à la cantine, mais tu as peur que tes impôts locaux augmentent ou tu as peur que ça empêche la réfaction euh, du gymnase ou quoi. Mais déjà, c'est un gros point de se dire on est d'accord là-dessus. Super, top. Une fois que vous avez acté tout ça, moi, je vous encourage à partager votre histoire. Vous avez remarqué, j'ai commencé cette prise de parole en vous racontant d'où je viens, parce que je pense que c'est très important. Dans le sens où qui on est, notre expérience perso, en fait, elle compte sur la plupart du temps beaucoup plus que de l'idéologie pour savoir qui on vote. Euh, surtout chez les personnes peu politisées, la plupart du temps, elles vivent quelque chose, elles expérimentent quelque chose et elles en tirent des conséquences en termes de vote. Donc, par exemple, si je prends des milieux que je connais sur euh, le vote RN, beaucoup de gens sont effectivement en compétition au quotidien. En compétition pour des médecins traitants parce qu'on n'en a pas, en compétition pour des emplois parce qu'il y en a peu, en compétition pour du foncier parce que tout augmente, etc. Et donc, quand on a un parti politique qui arrive, qui leur dit, mais si on donne ça à eux, on va vous prendre ça, c'est plus d'immigrés, c'est plus de compétition. Rappelez-vous, hein, c'est les premières affiches du Front National de Jean-Marie Le Pen. 1 million, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais il me semble que c'est 1 million ou 2 millions de chômeurs, 2 millions d'immigrés. Bon, bah, l'idée sous-jacente est très claire, c'est ils nous prennent.
Et donc, si ils ont, ça veut dire qu'on nous prend. Ça, c'est souvent le cœur du truc. Je pense que c'est important de raconter sa propre histoire à soi pour dire que nous, surtout si vous avez vous-même changé. Parce que le risque, c'est que vous ayez en face de vous, la plupart des temps, les gens sont perdus. Vraiment. Euh, il y a bien évidemment un contingent non négligeable de personnes qui sont radicalisées euh, dans une idéologie néolibérale, par exemple, qui nous disent non, mais la technologie va nous sauver, on va mettre la clim partout, tout va aller bien, on va faire de l'hydrogène, enfin, voilà. Ou dans l'idéologie d'extrême droite, qui, c'est-à-dire, place le racisme et le masculinisme comme le cœur de leur rapport au monde, qui hiérarchise les êtres humains. Ces gens-là, je suis désolée, mais je n'ai pas vraiment de recette pour regagner leur cœur. Donc, si vos proches font partie de ces catégories, mais je les crois très rares, euh, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ça s'appelle un processus de déradicalisation. Ça nécessite toute une armada de travailleurs sociaux, psychologues, travailleurs religieux, quand c'est du fanatisme religieux. Moi, je ne sais pas faire. Donc, c'est aussi à vous d'identifier sur le spectre, de placer la personne. Est-ce que la personne, elle partage des valeurs communes avec vous? La plupart du temps, oui. Et si oui, comment est-ce que vous l'amenez à partager plus, à attirer des conséquences différentes de ces valeurs communes? Euh, c'est très utile parce que ce que vous demandez à l'autre, c'est de bouger avec vous. D'accord? Donc mettons que A, c'est quelqu'un qui a un super militant Greenpeace et Z, c'est un nazi. Euh, ben, la plupart des gens seront au milieu de l'alphabet. Voilà. Et le projet, c'est de les ramener un peu par là. C'est ce que je vous disais, ça se fait pas du premier coup, ça se fait pas en une conversation, c'est OK. Il faut bouger. C'est bien plus facile pour l'autre de bouger si vous racontez que vous avez bougé. En disant, tu sais, moi aussi, je me suis déjà dit dans ma vie, quand j'étais en galère, que on pouvait pas aider tout le monde. J'ai déjà eu peur que mes impôts ils servent à payer pour des trucs, pour des gens qui méritaient pas. Raconter aux gens moi aussi, moi avant, je croyais que les grandes entreprises de la tech allaient nous aider à nous en sortir. Enfin, je ne sais pas. Peu importe quel a été votre cheminement. Et c'est pour ça que quand je vous disais c'est un, c'est un cheminement intime, c'est que je pense que vous exigez beaucoup de l'autre hein, dans ce genre de conversation. Vous exigez qu'il aille piocher au fond de lui ou de elle en disant ouais, bah là ouais, j'avoue, ça c'est pas cohérent, mon truc, ok, bon, faudrait peut-être que je change, bon. Il faut que vous soyez prêt aussi à vous à donner deux, trois croquettes à l'autre d'évolution individuelle. Donc plus vous racontez votre histoire en disant, moi j'ai bougé, mais aujourd'hui ce que je me dis, c'est que en fait dans, je sais pas, la septième puissance mondiale, c'est-à-dire concrètement ça veut dire quoi la septième puissance mondiale? C'est le septième pays le plus riche de l'histoire de l'humanité. Je ne suis pas sûre qu'on doive choisir entre donner du bio à nos gamins à la cantine ou rénover le gymnase. Je pense qu'on peut faire les deux. Si on ne fait pas les deux, c'est peut-être qu'il y a un problème de où va notre argent quand même. Et ça ouvre des questionnements intéressants. Mais à partir du moment où vous racontez votre histoire qui connecte avec la personne sur ses doutes, mais que vous arrivez à une autre conclusion, qui est la conclusion de la solidarité. Parce qu'en fait, c'est ça. À chaque fois, ce que vous opposez, c'est de l'espoir vous savez, bah, de manière, c'est tous les mêmes, on changera jamais, de manière, c'est comme ça, non, non, non. Vous vous opposez de l'espoir, vous opposez de la solidarité à l'individualisme, vous opposez du collectif à la compétition. Et alors même que vous partez de la même réalité. Et ça, c'est là que ça bouge en fait. C'est en disant, en fait, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi, mais... Depuis quand tu penses que tu penses? Là, on revient sur les questions. T'as toujours pensé ça? Qui autour de toi te dit de penser ça? À ton avis, ça sert à qui que tu vois ça comme ça? Ça sert à qui? Que tu penses que, mettons qu'on dit c'est les écolos qui ont créé la crise climatique. Qui d'autre pense ça? Ah bah, c'est marrant, c'est des ultra riches quand même. Est-ce que
C'est les multinationales de l'agroalimentaire. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Et on pose des questions. L'objectif, c'est pas d'humilier. Encore une fois, je reprends mes exemples de la vie quotidienne, mais si quelqu'un que vous aimez fait quelque chose de pas génial et que tout votre projet, c'est de lui mettre son nez dans le caca en se disant, bah, tu vois, je t'avais bien dit, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, c'est complètement débile. Bah, vous savez bien que cette conversation a moins de chances d'aboutir sur un changement profond ou sur l'autre qui reconnaît son erreur et qui dit qu'il veut changer que si vous lui dites, encore une fois, ben, tu sais que je t'aime, mais là, franchement, c'est pas OK, on peut pas faire ça en fait. C'est pas possible. On peut pas fonctionner comme ça. C'est pas cool ce que tu as fait. Et je pense que tu devrais changer, tu devrais pas refaire, machin. On est sur le même type d'interaction. Donc, à partir du moment où vous insinuez le doute, parce que le doute, c'est vraiment le plus important. Là où il n'y a plus d'espoir, vous savez, sur la frise que j'ai proposée, euh, entre les personnes qui peuvent changer et les autres, ce qui les différencie, c'est leur capacité ou non à entendre du doute. À partir du moment où la personne elle est radicalisée totalement dans une idéologie, concrètement comment ça se manifeste, c'est qu'elle n'a plus d'idées propres, ça ne sont c'est que des concepts et des phrases toutes faites et pas du tout des idées et des trucs qui viennent de son expérience. Et on n'a aucune prise. C'est comme un mur d'escalade sur lequel on aurait enlevé les prises. On glisse. Il y a pas d'incohérence, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de brèche. Vous, votre objectif, c'est avec vos questions et avec cette espèce de bulle de confiance que vous créez, de permettre à l'autre de douter. Et c'est dur de douter. C'est dur de douter. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est comme dans la vie, c'est dur de dire ouais, j'avoue, c'était pas génial ce que j'ai fait. Oups. C'est dur de croire que. De réaliser qu'on a cru des gens qui nous mentaient. Personne n'a envie de se trouver idiot, débile, un mouton, d'être tombé pour la propagande de je sais pas quoi. Tout le monde a envie de se croire malin et plus intelligent que les autres. Donc, accompagner la prise de conscience du, du fait qu'ils se sont fait duper par des gens qui ont tout intérêt à ce qu'ils ne réalisent pas que le problème de la crise agricole, c'est majoritairement le libre-échange et donc la crise climatique qui en suit, bah ça, il faut faire de la place pour ça. Vous voyez, donc ça veut dire concrètement pour vous, laissez de la place au silence avec vos proches. Faites des sourires, faites des blagues. Parfois, on n'est pas obligé de faire un espèce de, 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 de conversation hyper lourde, hyper euh, ouais, lourde. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est lourd ce qui se passe. Mais il faut aussi permettre à l'autre de garder la face. Et ça, c'est très important. Parce que si l'autre ne peut pas garder la face, alors il n'accepte pas d'admettre qu'il a cru quelque chose qui était faux. Et Lomia, vous avez vraiment un rôle là-dedans. Lomia, juste pour te dire qu'il te reste à peu près 10 minutes. Comment c'était dit que je te fasse un petit signal? Merci. Euh, quand la manière dont vous pouvez créer ces doutes, ces brèches, c'est de rediriger la colère. La colère, donc parce que vous vous rappelez, vous l'avez validé la colère avant, hein. Au tout début, vous avez dit, je comprends, c'est dur. Oui, moi aussi, si j'étais à ta place, ça me ferait peur, etc. Et après, vous dites, mais moi, je suis d'accord que c'est pas normal euh, Parce que, par exemple, reprenons l'exemple de l'essence, qui est au cœur du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Le sujet, c'est pas de dire c'est pas normal de payer 2 euros le litre d'essence. Le sujet, c'est de dire c'est pas normal que 30% de ton budget, il aille dans aller au travail. C'est pas normal, ça. Enfin, ça n'a aucun sens. 30% de ton budget, c'est pour aller gagner ta croûte. C'est pas possible, ça. Mais à cause de qui c'est? Depuis quand c'est comme ça? C'est là que si vous avez des faits, des argumentaires, vous pouvez les doser, hein, petit à petit, en mettant le doute et en disant, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Rappelle-toi, à l'époque de nos grands-parents, les gens, ils travaillaient au village. Depuis quand on était gamin, il y avait un collège dans la ville, il a fermé. Et ça, les gens, en fait, sont accompagnés à réaliser eux-mêmes, comme des grands.
que c'est pas les migrants, les personnes trans ou les femmes voilées qui ont fermé leur collège. C'est l'administration qui fonctionne de manière capitalistique depuis les années 80 et qui a décidé de rationaliser les budgets, machin, pour permettre qu'on donne le plus gros budget de l'État, je vous le rappelle, hein, 211 milliards, d'aide aux entreprises sans aucune contrepartie. Euh, sur l'agriculture, c'est pareil. En fait, nos arrière-grands-parents, ils n'utilisaient pas de pesticides et ils vivaient quand même de la ferme. Donc depuis quand on fait ça? Qui leur vend les pesticides? Et ça, toutes ces questions, souvent, elles permettent à la personne d'arriver elle-même à au moins un truc de oh, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. C'est le moment où vous empaquetez le truc euh, en célébrant ce moment, en disant, tu sais, c'était vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de parler de ça avec toi. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné du temps. C'est vraiment des sujets importants pour moi. Moi, je pense qu'on peut être, on est beaucoup plus d'accord qu'on n'est pas d'accord. Euh, et là, si vous le sentez, vous pouvez proposer une action concrète derrière. Alors ça, c'est ce qu'on fait surtout en temps de campagne. Mais comme là, on parle d'une conversation avec vos proches, vous n'êtes pas... Si vous vous dites, c'est un projet de long terme, peut-être pas tout de suite de donner des devoirs. Mais vous pouvez, par exemple, dire, bah, je peux t'envoyer cette vidéo que j'ai vue et que j'ai trouvée super intéressante. Est-ce que tu me promets de la regarder? Ou je veux bien t'envoyer cet article, ou ça te dit qu'on regarde ce film. Alors après, si carrément vous le sentez, c'est, ben moi, est-ce que je peux compter sur toi pour au moins regarder le programme de la liste de gauche ou écolo dans ta commune? Ou voilà. Ça, c'est bien de finir avec une action concrète qui prend sa place dans une célébration de l'autre, où on le remercie de son temps et où on valorise le fait qu'il ou elle ait accepté d'entendre un autre son de cloche et de se faire bousculer. Et ça, c'est très important parce que je ne sais pas combien de conversations vous avez eu, moi j'en ai eu plein, tendus qui se terminent mal, où on n'a convaincu personne, où tout le monde repart plus frustré qu'avant le début de la conversation, et où en fait tout ce que vous avez fait, c'est augmenter votre tachycardie, et c'est à peu près tout. Là, quand ça ne se passe pas comme ça, ce que vous avez facilité en posant des questions, en ayant un langage corporel accueillant, calme, calme. Alors ça, oui, sur le calme, c'est important. Si vous vivez avec quelqu'un, vos enfants, vos conjoints, vos copines, vos colocs, vos parents, peu importe, ou que vous avez déjà vécu avec quelqu'un, j'imagine que vous avez déjà vécu la scène suivante. Vous êtes tranquille chez vous, la colocataire rentre très énervée, pour plein de raisons, possibles et inimaginables. Son vélo est crevé, j'en sais rien, passé une mauvaise journée, ok. Là, soit vous matchez le niveau d'énervement, et c'est assez sûr que ça explose, soit vous êtes très calme et vous dites, ça va? Non, je peux faire quelque chose? T'as besoin de 5 minutes? Tu veux... Et la personne, elle redescend. Ou pas tout de suite, mais en tout cas, ça monte pas plus haut. C'est pareil dans une conversation. Mais, et je vous dis ça, j'ai eu des conversations sur le voile avec mon père, par exemple. J'ai une famille plutôt très laïcarde, je m'arrachais les cheveux et je lui criais dessus. Je lui dis à partie de pièce, claquer la porte, machin. Ça n'a absolument servi à rien, sauf tendre nos relations. Donc, je pense que garder son calme, même quand c'est dur, même quand on nous dit des trucs qu'on trouve faux, zinzin, durs à entendre, c'est important. Cela dit, euh, déjà, la raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce que vous vous rappelez, vous vous êtes auto-conditionné à être dans une conversation intentionnelle. Votre intention, elle est d'avoir cette conversation. Elle n'est pas de marquer des points, elle n'est pas de vous énerver. Donc en fait, moi, je trouve que c'est un peu un super pouvoir, le fait d'aborder cette conversation comme ça, parce que ça vous met dans une autre énergie, un peu, vous êtes en mode, non, on reste focus sur l'objectif. Objectif, faire bouger cette personne, même de 2 centimètres, sur ce sujet. Ok. Donc vous êtes sur une mission, en fait, hein, vraiment. Et ensuite, et c'est important, si la personne vous dit des choses qui vous choquent absolument, vous avez deux choix. Euh, Et je pense que c'est très important de le dire. Moi, par exemple, beaucoup de gens pensent que je discute avec des gens qui disent des choses racistes et masculinistes et homophobes. Ça m'arrive très régulièrement. À aucun moment,
je ne mets de l'eau dans mon vin, je fais semblant d'être d'accord, je hoche de la tête en faisant un petit sourire entendu en me disant, bon, ça va les mettre en confiance. Non, non, moi, mon sujet, c'est pas, moi, je bouge pas, hein. Mais c'est OK. Enfin, je veux dire, le projet, c'est, je suis ni journaliste, ni sociologue, je suis militante. Mon projet, c'est de faire bouger les gens. Je l'admets. C'est pour ça que je viens dans cette conversation, hein. C'est pas juste pour euh, avoir une relation plus profonde avec les personnes en face de moi. Ça peut, mais mon objectif, il est toujours que la personne bouge idéologiquement, dans son cœur et dans son esprit. Donc, à aucun moment, mon sujet, c'est d'être un peu d'accord avec elle et avec eux s'ils disent des trucs zinzin, en me disant non, mais ça va, comme ça crée un peu un lien. Non. Par contre, j'ai décidé dans ma pratique, avec les gens que j'aime et les gens que j'ai envie de convaincre, que ça ne met pas fin à la conversation. C'est mon choix, vous n'êtes pas obligé de le partager. Vous avez le droit d'avoir vos lignes rouges, vous avez le droit de dire ça, je peux pas. Ça, c'est pas possible, je peux pas entendre ça. Et dans ce cas-là, vous arrêtez la conversation. Vous avez le droit. Vous avez le droit. D'accord? Si vous décidez de le faire quand même, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est je dis, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça me choque. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi tu penses ça. Et hop, on creuse. Est-ce que tu as toujours pensé ça? Et pourquoi tu penses ça? Et est-ce que ce mot, pourquoi tu l'utilises? Où est-ce que tu l'as entendu? Qui d'autre le dit? Et on creuse. Et on revient sur le sujet de la structure. On reprend le fil. Mais je le redis, s'il y a des choses qui vous heurtent dans votre intégrité, où vous vous dites, ce truc, si on va là-dessus, on va perdre notre relation aussi. Peu importe, vous avez le droit de mettre fin à cette conversation de manière très calme en disant, je pense qu'on sera jamais d'accord sur ce truc, ça me choque ce que tu dis, j'avoue, je crois que j'ai plus envie d'en parler. Et voilà, c'est tout. Donc, c'est votre choix, c'est vous qui dirigez un peu la conversation. Si vous avez envie d'aller au bout, je vous conseille cette structure, qui est une structure qui a été éprouvée en porte-à-porte, en tractage intentionnel, en conversation, ce que nous on appelle proche à proche. Enfin, ça a été éprouvé. Vous pouvez rajouter votre sauce, hein. Moi, il y a des trucs que je fais plus que d'autres, machin. Et je vous souhaite plein de conversations fécondes et j'espère qu'ils feront bouger les gens. Mais rappelez-vous bien, si la personne, elle passe de B à D, c'est bien. Vous n'allez pas l'amener tout au bout en une conversation. C'est OK. C'est pas votre rôle, ça n'est pas votre responsabilité en une seule fois. Et les gens ne changent que s'ils ont envie de changer. Donc, vous pouvez mettre plein de choses en place pour créer un environnement propice au changement, à la remise en question, au doute. Mais si l'autre n'est pas capable de douter, soit parce qu'il l'est plus, parce qu'il est radicalisé, soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce qu'il est trop fragile émotionnellement à ce moment-là, machin, c'est pas votre dos à vous, d'accord? Vous ne pouvez faire que votre part, et c'est déjà énorme. Merci beaucoup, Loumir. On rajoutera des liens dans le chat vers des pages que tu nous avais indiquées. On remettra aussi le lien vers ton livre, Ces gens-là. Je vous rappelle à toutes et tous que vos caméras et vos micros sont coupés, mais que vous pouvez poser vos questions. Vous avez déjà été nombreux à nous en faire remonter, donc elles sont bien prises en compte hein, pour celles et ceux qui nous ont posé des questions. On les note, on les rassemble et on prendra une série de questions après la deuxième intervention, qui est l'intervention de Céline. Donc c'est juste pour vous dire qu'on les a bien vues et qu'on les a bien prises en compte. Donc j'espère déjà que vous allez pouvoir mettre en œuvre et tester toutes ces recommandations et techniques que nous a partagé Loumir. Je vais arriver à parler français. Et maintenant, on va se pencher un peu plus brièvement avec Céline sur un autre aspect qui est hyper présent dans nos vies aujourd'hui, qui est les conversations en ligne, les conversations numériques. Et du coup, je te donne la parole, Céline, et puis ensuite, on prendra vos questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à les mettre dans le onglet questions et réponses. On les prend bien en compte. À toi, Céline. Merci et merci Loumir, c'est pas facile de passer après toi, mais je vais faire du mieux possible. Du coup, moi, là, l'idée, c'est de vous parler de manière très concrète de comment est-ce que tout ce que vient de vous dire Loumir peut être adapté aux conversations que vous pouvez avoir en ligne.
Et le point de départ de tout ça, c'est parce que Internet, c'est la vraie vie. C'est une formule toute faite qu'on entend parfois. Aujourd'hui, on est tous et toutes à des échelles différentes, en lien avec nos proches, avec nos familles, nos voisins, nos collègues, nos amis, etc., sur des outils numériques. Des fois, ils sont dans notre poche, dans notre smartphone, que ce soit sur WhatsApp, via des SMS, des emails, sur des réseaux sociaux, sur des sites comme Reddit qui permettent d'échanger ou Discord, peut-être vous utilisez ça. Ces outils, aujourd'hui, ils font partie de notre quotidien. Pour autant, les conditions pour échanger avec nos proches sur ces outils-là sont pas du tout les mêmes qu'en présentiel. Et je vais vous expliquer pourquoi, avant de vous expliquer, du coup, comment on fait. Pourquoi est-ce que ces outils nous permettent pas d'échanger comme on pourrait échanger en présentiel? Parce que une des premières choses, c'est que par exemple le langage non verbal, donc les expressions du visage, les mouvements des mains, comme je suis en train de faire là par exemple, ils peuvent être tout ou partie cachés si vous écrivez, si vous communiquez par écrit par exemple, ou si vous êtes en visio, il y a plein de choses qui sont perdues en cours de route. C'est aussi, du coup, ça rend un peu plus difficile de se comprendre ou de s'entendre et de prendre en compte les émotions des autres. Loumire a beaucoup insisté là-dessus. Je vais faire pareil. Et ça peut être source de malentendus, encore peut-être plus que quand on a une conversation avec une personne en face de nous. Il y a une chose aussi qui est qui peut être un peu perturbante, c'est que le rythme des discussions n'est pas le même. Des fois, il y a de l'attente entre des messages, d'autant plus si on passe par écrit et qu'on n'a pas tous la même disponibilité, ou si on est en visio et qu'il y a des problèmes un peu de connexion. Je vous ai pas fait le coup là de vous dire est-ce que vous m'entendez bien, c'est bon, mais voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent renforcer un peu les difficultés à bien communiquer et réduisent la fluidité des échanges. Et le dernier point qui est hyper important à garder en tête, c'est qu'il est scientifiquement prouvé que face à un écran, notre empathie, elle descend beaucoup par rapport à quand on est face à une personne en chair et en os. Et du coup, pour pallier à tout ça, il y a 6 principes clés. J'ai fait 10, mais c'est 6, comme ça. Principes clés à garder en tête qui peuvent aider à surmonter tout ce que je viens de présenter. La première chose, c'est de décrire ses émotions. Quand on est en face à face, on va avoir peut-être des émotions qui vont traverser notre visage, on va avoir des postures, on va fermer les bras, on va se mettre un peu en retrait. Dans une conversation en ligne, on va pas avoir accès à ça, donc c'est important de décrire vos émotions. Par exemple, de le dire, comme Loumire l'a dit, je comprends ta colère. Ça peut être aussi décrire ce qui nous traverse nous. Par exemple, j'ai lu attentivement ton message, ou alors je ne te réponds pas tout de suite, je prends le temps de réfléchir à ce que tu m'as partagé. C'est important de dire ça parce qu'en fait, sinon la personne en face de son écran peut laisser libre cours à son interprétation. Le deuxième principe clé, après avoir décrit ses émotions, c'est de garder à l'esprit que vous vous adressez à une personne. De la même manière que ce que je vous disais, un écran, ça diminue notre empathie. C'est vraiment important de garder à l'esprit que la personne que vous avez en face de vous, elle a des émotions, elle a son vécu, exactement de la même manière que tout ce que Loumire vous a dit quand on discute avec quelqu'un avec qui on est en face à face. Une troisième chose qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui est assez importante et qui peut être source de malentendus, c'est d'éviter les réactions avec des emojis. Ça peut nous paraître contre-intuitif parce qu'on se dit ça va me permettre de clarifier ce que je pense. Et en fait, ça peut être vraiment provocateur de malentendus, notamment parce que selon la génération à laquelle on appartient, on va pas utiliser les mêmes emojis. Selon le milieu culturel dans lequel on évolue, la région, le pays, il y a plein de choses qui font que on va pas forcément comprendre et interpréter les emojis de la même manière. Donc, je vous invite à éviter d'ajouter de l'ambiguïté à vos propos. Le quatrième principe, et là je vous l'ai dit comme ça, mais on vous enverra tout ça après de manière, on l'a pas dit, mais du coup je me permets de le dire, Sarah, on vous enverra un récap écrit avec tout ce qu'on vous dit pour que ça vous repartiez vraiment avec les outils. Le quatrième point, c'est d'essayer d'entretenir la proximité.
Quand on est avec des écrans, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans la même pièce. Donc, on va essayer de réduire cet effet-là et entretenir la proximité, par exemple. Ça va être plutôt que d'écrire un très long message par écrit qui va nous prendre du temps à réfléchir, on va revenir dessus, etc. Tout simplement d'envoyer un vocal. Votre voix va rapporter de la proximité là où l'écrit va être un peu plus froid. Et les deux derniers éléments, c'est à garder en tête, surtout si vous-même vous êtes traversé par des émotions fortes pendant cette discussion. Comme Loumire vous l'a dit, là, la conversation intentionnelle, oui, on va partager des choses factuelles, rationnelles, mais c'est surtout l'endroit où se produisent et où on est traversé par des émotions et où on les reconnaît. Et du coup, à cause de ça, dans les conversations en ligne, ce qui est important, c'est si on se sent comme ça, c'est de laisser passer du temps. Plutôt que de répondre au quart de tour, ah non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il m'a écrit, je vais lui répondre, je vais bien lui claquer le beignet là-dessus. En fait, laissez passer du temps et rappelez-vous pourquoi vous êtes en train de discuter. Rappelez-vous votre intention. Je vous rappelle, c'est une conversation intentionnelle. Quel est votre objectif? L'idée, c'est de dialoguer, de s'écouter et pas de monter dans les tours. Donc, si jamais ça arrive, posez votre téléphone, votre clavier d'ordinateur ou ce par quoi vous êtes, et respirez un bon coup et revenez-y plus tard. Ou une autre chose que vous pouvez faire, c'est de proposer de poursuivre la conversation d'une autre manière. Peut-être en allant se boire un petit café dans quelques jours, si c'est possible et que la distance vous le permet, ou alors de se rappeler un peu plus tard. Voilà. Vous avez cette solution-là. Comme le disait Loumire à la fin de son intervention, vous pouvez aussi poser vos limites. Vous pouvez aussi dire, en fait, là, moi, je suis allée au bout. On va parler un peu plus tard. D'autant plus si la conversation, elle prend un mauvais tournant et que vous sentez que vous n'avez plus vraiment la main sur les choses, c'est toujours possible. Là, on parle de conversation numérique, mais je l'ai dit au tout début, Internet, c'est la vraie vie. Numérique et en ligne et hors ligne, c'est pareil. Donc, c'est toujours possible de passer de l'un à l'autre. Une fois que j'ai posé ces principes-là, c'est bien sympa, mais du coup, dans quels espaces est-ce que on peut dialoguer? Quels espaces sont vraiment les plus à même de favoriser la conversation intentionnelle? Je passe un tout petit instant là-dessus et après, je vais vous donner deux exemples très concrets pour que vous voyez bien à quoi ça correspond. Euh, on est, je vous le disais au tout début, dans plein d'espaces numériques. Des fils WhatsApp à gogo, que ce soit la famille, le voisinage, si on fait partie d'un club de sport, les parents d'élèves, on est sur des groupes Facebook de notre quartier, de notre village. On suit plein de gens sur les réseaux sociaux et du coup on échange dans des commentaires. Enfin, il y a plein d'espaces où il pourrait être tentant de partager nos idées, nos arguments, de répondre sous le coup de l'émotion, de se moquer ou parfois de critiquer. Mais tous les éléments, tous les espaces que je viens de vous lister, c'est pas forcément les bons endroits pour faire évoluer les idées. Et on l'a dit là depuis le début, l'idée c'est de faire évoluer les idées, pas de convertir les gens à une autre manière de penser directement, mais de faire évoluer les idées et pas d'amener les gens du point A au point Z, comme le disait Loumire, mais de faire avancer pas à pas les personnes. Et pour ça, de la même manière que une conversation intentionnelle, vous n'allez pas la lancer dans un dîner de famille avec 15 personnes. L'idée, là, c'est de, pareil, sur les espaces numériques, d'arriver à trouver un espace où vous serez en petit comité, à deux, c'est l'idéal, comme ça serait en présentiel. Le plus simple, si vous souhaitez aborder un sujet avec un proche, ça va être de réagir à quelque chose que cette personne a partagé, que ce soit sur le fil de la famille, WhatsApp, ou alors dans une publication sur ses réseaux sociaux. Faut que vous voyez en fait une porte ouverte. La personne, elle vous offre une opportunité de parler d'un sujet. Et ça va lui montrer que vous vous intéressez à ce que la personne elle dit et que vous êtes à son écoute. Rappelez-vous que vous n'êtes pas là pour convaincre, mais pour dialoguer. Et du coup, si vous allez sur le terrain de la personne, ça sera beaucoup plus favorable ensuite à un échange apaisé. Et comme je le disais juste avant dans les principes, l'espace dans lequel vous choisissez de discuter, ça peut être le en ligne ou le hors ligne. Ça sera vraiment à vous de voir. Et je vais vous donner deux exemples très concrets
pour vous expliciter tout ce que je viens de vous dire et qui peut être un peu assommant et parce que j'essaye d'aller vite pour que vous puissiez poser toutes vos questions après. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est mise en situation. Euh, Vous habitez dans un immeuble, vous appartenez à un fil WhatsApp avec vos voisins et vos voisines sur lequel vous vous informez des travaux, vous pouvez organiser des dîners entre voisins, la fête des voisins, peu importe. C'est un fil WhatsApp comme il peut y en avoir plein dans les immeubles. Si vous habitez pas dans un immeuble, ça peut être celui de votre quartier. Bref, imaginez-vous ça. On est dimanche matin, vous voyez un message, c'est le voisin du 5e droite qui écrit: Bonjour tout le monde, ma cave a encore été visitée ce matin. Il met un emoji où on voit qu'il est vraiment en colère. Et il commente: Encore un coup des Roms qui campent à côté, j'en ai marre, il faut que ça cesse et personne ne fait rien. Euh, bon, un peu difficile de se réveiller le dimanche matin avec ce genre de message, mais comme Loumir vous le disait tout à l'heure, là l'idée c'est pas de se dire non mais qu'est-ce que c'est que cette idée, pourquoi est-ce qu'il raconte ça, les Roms ont rien à voir. L'idée c'est de se dire ok, voisin du 5e droite, qu'est-ce qui te traverse là, pourquoi est-ce que tu partages ce message là, quelle est l'émotion qui te traverse et qui t'émeut à ce point que tu le partages à tout le monde de cette manière là. Par exemple, là, on pourrait se dire que ce voisin, il a besoin de trouver un coupable, il est frustré, il est en colère parce que voilà, sa cave a été cambriolée et hop, très facile, raccourci. La communauté Rome, elle est stigmatisée depuis de nombreuses années par l'extrême droite. Il y a des personnes roms qui habitent à côté. Bah voilà, on a un coupable tout trouvé, tout désigné par les on-dit, et du coup, hop, ils s'engouffrent là-dedans, c'est facile. La première chose, je le dis peut-être que ça vous paraîtra évident, mais je le dis quand même, ne validez pas ses propos, mais par contre, vous validez l'émotion de cette personne. C'est ça qui est important de vous dire. Vous n'êtes pas là pour valider son opinion ou ses propos, mais de reconnaître ce qui le traverse et la difficulté qu'il rencontre. Et une possibilité qui s'offre à vous, ça pourrait être, si vous vous en sentez capable, si vous êtes disponible à ce moment-là, de vous dire, OK, comment est-ce que moi, je peux essayer, comme le disait Loumir, de faire redescendre en pression et d'avoir une conversation avec lui pour comprendre en fait qu'est-ce qui se joue pour lui et peut-être de l'influencer et de le faire bouger un petit peu. Par exemple, vous pouvez lui écrire directement un message en privé, comme quoi vous avez bien pris connaissance de son message, que vous êtes désolé pour ce qui lui arrive, et vous pouvez par exemple lui proposer votre aide, un coup de main, pour venir l'aider à ranger sa cave. Ça vous donnera l'occasion d'avoir un échange avec lui physiquement, en physique, je veux dire pas physiquement, vous voyez ce que je veux dire, pour essayer d'en savoir plus et avoir une vraie conversation intentionnelle. Que vous connaissiez bien ce voisin ou pas du tout, ça vous donnera l'occasion d'expérimenter cette conversation intentionnelle à laquelle Loumir vous a introduite. Ça, c'était le premier exemple. Vous sortez du fil WhatsApp, je vous donne un deuxième exemple qui n'a rien à voir, à part que c'est sur un outil numérique aussi. Vous êtes sur Instagram, vous faites défiler tranquillement le fil des images et des vidéos sur votre smartphone, et à un moment donné, vous tombez sur le profil de votre neveu qui vient de partager une publication d'un influenceur qui se plaint des écolos qui critiquent la bagnole et qui sont complètement hors sol. Euh, Ça arrive dans votre fil. Voilà une bonne occasion d'avoir une discussion, une conversation intentionnelle avec votre neveu. Rappelez-vous, comme le disait Loumir, sauf si votre contexte familial est particulier, mais a priori, vous l'aimez. Donc, c'est le moment, peut-être une bonne opportunité d'aller discuter avec lui. Et exactement comme précédemment, première étape, euh, essayez de comprendre qu'est-ce qu'il traverse à ce moment-là. Mettez-vous à sa place, quelle est l'émotion qui va derrière. On pourrait par exemple se dire que lui, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en fait, il exprime sa frustration d'habiter dans un territoire où il n'y a pas d'alternative à la voiture, où en fait on est coincé avec sa voiture, et quand le prix de l'essence augmente, et ben en fait on est pris en otage par ça. Ça peut être ça qui se dit. Du coup, là, ce que vous pouvez faire, c'est de lui envoyer un message en privé sur Instagram, ou si vous avez son numéro, passer sur une autre possibilité, un SMS, un WhatsApp, ce que vous avez.
Et vous pouvez déjà lui dire que vous avez lu sa publication et lui poser des questions. Par exemple, vous pouvez lui dire, j'ai vu ta publication et je me disais, si toi, tu pouvais décider, si tu étais le maire de ta commune, qu'est-ce que t'aimerais changer, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, quelles mesures est-ce que tu aimerais mettre en place pour que la bagnole prenne moins de place et enfin voilà, qu'est-ce que tu proposais de faire? Et ça, c'est la base d'une discussion. Vous pouvez lire s'il vous répond. Vous pouvez aussi passer un petit coup de fil. Enfin, c'est vraiment à voir exactement comment est-ce que vous souhaitez faire. Mais l'idée, c'est vraiment de vous intéresser à ce qu'il dit et exactement comme dans une conversation intentionnelle que vous pourriez avoir en face à face. Après, vous pourrez, par exemple, lui envoyer des solutions locales que vous avez pu voir passer ou des liens vers des articles de journaux qui en parlent, toutes sortes de ressources pour vous montrer aussi que vous êtes vraiment tourné vers son souci à lui, que vous le partagez et que vous êtes ensemble là-dedans. Je pense que c'est un peu, tu l'as pas dit comme ça, Loumir, mais je trouve que la conversation intentionnelle, c'est vraiment le moment où en fait on retrouve. Tu parlais du plus petit dénominateur commun. On est ensemble, on traverse ça, et du coup, comment on va aller, on va continuer à avancer ensemble là-dessus. Voilà, je vous ai donné 2 exemples. Je suis passée un peu vite. Ils sont pas forcément représentatifs de ce que vous vivez dans votre quotidien. J'ai essayé de trouver des exemples un peu généralistes. L'idée, c'était de vous faire une idée. Et l'idée, surtout, c'était de garder du temps pour si vous avez des questions. Et du coup, je vais m'arrêter de parler pour laisser la place à Sarah qui a réuni toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Donc, je rappelle que Céline, toi, tu es responsable de projet numérique chez Greenpeace et Loumir, tu es spécialiste en mobilisation citoyenne. Et merci, un grand merci déjà d'avoir pris le temps de ces interventions qui étaient toutes les deux hyper claires. Il y a beaucoup de remerciements, donc je vous les partage. J'y reviendrai un peu après. Là, je vais laisser le temps aux questions-réponses, mais juste vous redire, Céline l'a abordé et il y a eu plusieurs questions en ce sens. On vous transmettra dans la suite de ce webinaire 2 choses. Déjà, Loumir a proposé de passer de vous passer à travers nous un petit résumé de ce qu'elle a pu dire à l'oral aujourd'hui de façon très courte. Donc, on vous transmettra ça. Et de manière plus longue, on vous transmettra aussi ce qu'on appelait un guide de conversation, qui là rentre beaucoup plus dans les détails de tout ce qui vous avait été partagé. Je vois que Laurent vient de le mettre dans le chat, donc vous l'avez en direct, auquel Céline et Loumir ont contribué, et qui reprend un peu tout ce qui a été dit là. Donc ça, c'était pour répondre à toutes les questions qui demandaient s'il y avait des traces écrites. Il y en a. D'abord, avant de me lancer plus dans des questions de fond ou de réaction, il y avait 2 petites questions pour toi, Loumir, de clarification sur des choses que tu avais abordées. Donc, je commence par ces questions de clarif. Il y avait une personne qui demandait, qui disait elle avait entendu au début de la conversation que tu résumais le processus de conversation en 3 étapes. Et elle demandait si tu pouvais les rappeler, comment tu structurais voilà, ces quelques étapes-là. Et je te pose la deuxième question de clarif, une personne qui rebondissait sur ce que tu disais au début sur l'importance des émotions et qui demandait si donc de ton point de vue, quand on parle notamment à des gens qui se laissent convaincre par l'extrême droite, est-ce qu'il faut parler avec émotion? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un conseil? Et voilà, la personne demandait si elle avait bien compris ce que tu disais sur ça. Merci pour ces questions. Alors moi j'ai un peu plus d'étapes, mais bon après c'est vous faites votre sauce, hein, mais en gros la première c'est toujours poser des questions et creuser. Ça bouge pas, toujours. Ensuite c'est valider les émotions et reformuler pour trouver le plus petit dénominateur commun. Donc c'est un moment de récap de tous les machins qui sont sortis, là, les émotions, les fake news, les faits, les expériences. Vous recentrez sur le plus important, vous validez les émotions, recentrez sur le plus petit dénominateur commun sur lequel on peut se mettre d'accord. Ensuite, c'est partager votre histoire. Ensuite, c'est rediriger la colère. Et enfin, c'est selon dans le moment dans lequel vous êtes, campagne ou pas, c'est proposer une action concrète qui permette d'acter l'avancement. Donc, est-ce que je peux t'envoyer cette vidéo et tu la regardes, cet article? Est-ce que tu peux lire le programme de telle liste? Enfin, bon, voilà. Et, pardon, la deuxième question sur les émotions. Alors, je pense que en fait, oui, tout à fait, si on respecte la structure. C'est-à-dire que arriver dans la conversation avec beaucoup d'émotions,
pour moi, la conversation devient sur vous, en fait. Ça n'est pas le sujet. La conversation, elle est sur l'autre. Elle est basée sur l'autre. Maintenant, et moi, ça m'est déjà arrivé, au moment où vous racontez votre histoire, vous pouvez tout à fait avoir des émotions. Vous pouvez tout à fait dire, j'ai peur. Moi, j'ai peur pour moi. Si vous êtes une personne qui est concernée par la persécution dont l'extrême droite a toujours bien le projet si elle arrive au pouvoir, vous pouvez tout à fait le dire. Donc ça, je pense que c'est d'ailleurs beaucoup plus fort que de dire, dans le programme de l'extrême droite, il y a la préférence. Enfin, oui, vous pouvez le rappeler, mais c'est beaucoup plus utile. Dites-vous que si vous, vous aimez votre proche vous aime aussi. Donc ça va le marquer ou la marquer d'entendre que vous avez peur. Il y a beaucoup de gens qui ne se... Là, je parle du RN, mais on peut aussi parler du dérèglement climatique. Il y a beaucoup de gens qui survivent dans le monde en mettant la tête dans le sable. Et qui, bien aidés par ailleurs par un système de propagande médiatique, hein, il faut le dire, notamment financé par des milliardaires, dont l'objectif est qu'il n'y ait pas de moment de clarification. Je crois que là, on est collectivement à un moment de clarification où on rappelle que, je vais vous prendre un exemple aux États-Unis. Donc, j'ai passé 8 mois, de octobre à mai dernier aux États-Unis pour faire une enquête sur pourquoi les classes populaires blanches rurales votent pour Trump. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ne font pas le lien entre leur vote pour Trump et l'emprisonnement d'un enfant de 5 ans dans un centre de rétention administrative. Aujourd'hui, beaucoup des conversations des militantes, donc je pense par exemple à ce réseau qui s'appelle Showing Up for Racial Justice, Surge, dont l'objectif est d'avoir des conversations sur le racisme avec des personnes blanches, par des personnes blanches, en utilisant ce concept et cette pratique de la conversation intentionnelle, c'est de dire, en fait, voilà les conséquences de ces actes. Et c'est de clarifier et d'éviter l'espèce de flou artistique dans lequel enfin, dans lequel nous plongent activement les classes dominantes pour éviter qu'on connecte les trucs et on réalise qui sont nos adversaires et qui sont nos alliés. Euh, vous, en faisant ce processus de clarification, vous pouvez bien évidemment apporter vos émotions. Il faut même le dire. Si vous avez peur, si vous êtes en colère, s'il vous est arrivé quelque chose qui vous effraie, si vous avez peur de plus avoir d'eau, si vous avez peur de ne pas avoir d'enfants parce que la crise climatique vous fait trop peur, enfin, bien sûr, bien sûr. Si c'était ça la question, si j'ai bien compris la question, oui. Après, je pense que, encore une fois, la conversation est basée sur l'autre personne. L'objectif de cette conversation, c'est que vous compreniez mieux la personne pour l'accompagner dans son changement. C'est pas de faire le déversoir de vos propres émotions. Donc, si elles sont dans un moment de la conversation qui est celui du partage de votre histoire, ça me paraît tout à fait approprié. Et dans le moment de remerciement, de dire ça m'a beaucoup touché qu'on puisse avoir cette conversation, je suis très reconnaissante, merci. Encore une fois, ça fait un peu zinzin de dire ça, je me rends compte, mais je vous jure que ça fonctionne. Il faut me croire. Je l'ai fait suffisamment de fois pour être sûre que ça fonctionne. On te croit. Et juste pour vous dire, hein, on voit bien toutes les questions. On essaye de les regrouper. On va essayer d'en poser un maximum, mais voilà, l'idée c'est quand même de vous libérer et de vous permettre de dîner un peu avant 21 h toutes et tous. Donc voilà, juste vous dire qu'on fait le maximum. Une autre question pour toi, Loumir, et après une question, je pense qu'il y a des questions qui pourront vous concerner toutes les deux. Il y avait une question sur comment convaincre notamment les plus jeunes, notamment des très jeunes, genre des ados qui sont pas forcément encore en âge de voter, mais des futurs potentiels électeurs, électrices. Comment convaincre des plus jeunes qui se font séduire par des discours de l'extrême droite? Est-ce que tu as des conseils particuliers sur cette tranche d'âge? Euh, Ce que je perçois du vote, alors encore une fois, du vote que je connais, c'est-à-dire des jeunes hommes, plutôt blancs, mais pas que, de milieux populaires qui sont séduits par Jordan Bardella, en gros. C'est beaucoup une adhésion aux thèses masculinistes, en fait. C'est quand même largement basé sur la hiérarchisation des êtres humains, hein, quand même, qui est l'idée que les femmes ne sont pas vraiment les égales des hommes, que les Noirs, les Arabes ne sont pas vraiment les égaux des Blancs, etc. Il me semble que
moi, ce qui m'interroge quand je pense, bah, par exemple, je pense à mon voisin Duncan qui vote pour Bardella et qui est vraiment quelqu'un de bien. Par ailleurs, c'est de dire, mais pourquoi, en fait? Moi, je reviens toujours, j'ai toujours la même structure, hein, donc vous voyez, c'est un peu, ça va pas être très intéressant ce que je vous raconte, mais dans le sens où, pour moi, la question, c'est pourquoi c'est important pour toi d'adhérer à l'idée que tu es supérieur à une femme. Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur, dans ton esprit? Où est-ce que ça vient, où est-ce que ça vient toucher quelque chose chez toi? Très souvent, au début de mon intervention, je vous parlais de ce couple d'émotions fierté-honte. La fierté et la honte, elles sont les côtés d'une même pièce. Parce qu'en fait, quand on a une fierté qui est mal placée, très vite on tombe dans la honte. Quand on a par exemple, je pense à mes proches qui sont fiers d'eux parce que ils n'ont pas, ils ont été en galère mais ils n'ont pas demandé d'aide, un motif de fierté chez nous, assez régulier, assez fréquent. Mais en fait, le jour où ils ont besoin de demander d'aide, ils tombent dans la honte absolue. Parce que le truc qu'ils avaient érigé comme le motif de fierté s'écroule. Souvent, ça cache beaucoup de colère de devoir arriver à trouver une fierté dans un endroit qui est vraiment nul. Et c'est beaucoup de colère face à un système qui ne leur permet pas d'être les personnes que le système leur a dit qu'ils devraient être, c'est-à-dire pour les hommes majoritairement de protéger et de payer pour leur foyer. C'est un peu les deux trucs qu'on leur demande, hein, et aujourd'hui, ils ne se sentent pas en capacité de le faire parce qu'ils trouvent pas de travail, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un CDI et donc ils peuvent pas emprunter, ils trouvent pas de meuf et souvent c'est ça le sujet. Et c'est là pour moi qu'il y a déjà un enjeu à créer un espace pour poser ça parce qu'il faut quand même rappeler que les jeunes hommes, les hommes en particulier, enfin au global, mais les jeunes hommes en particulier ont peu d'espace pour poser ces émotions vraiment, pour dire ce qui les inquiète, ce qui les met en colère, pour être écoutés là-dessus et pour aller au-delà de des phrases toutes faites complètement idiotes de mais moi ma meuf je lui mets la laisse enfin bon vous voyez ce genre de trucs qu'on peut entendre complètement absurde moi je m'en fous la planète elle peut cramer mon objectif c'est de me mettre bien et de mettre bien les miens et les autres enfin qu'est-ce que ça dit, ça? Alors, il y a des gens qui sont, encore une fois, complètement radicalisés dans un truc où je ne sais plus comment leur parler. Mais il y a aussi plein de personnes qui essayent de se rassurer comme ça, en se disant, je vais gérer mon sujet parce qu'en fait, c'est trop la merde partout autour. Et là, une fois qu'on a identifié les peurs, qui sont souvent quand même le fond du truc, on redirige la colère. Parce que la peur, elle est face à un système où ben, ça va pas être comme les parents qui sont devenus propriétaires à 22 ans parce qu'en fait, eux, ils trouvent pas de CDI, etc. Et donc, on revient sur les explications structurelles de nos problèmes, qui sont, mais en fait, même si, enfin, le problème, c'est le système. Et donc, c'est bien le système qu'il faut changer. Parce que même si toi, tu te mets bien, ça va durer combien de temps? Et si ton usine, elle ferme? Et donc, c'est là où je pense qu'il faut faire de la place pour la peur. Parce qu'en fait, on peut pas vivre aujourd'hui, il me semble, hein, en 2026 sans avoir peur. On vit dans un monde terrifiant. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'espace de le poser. Donc, je pense qu'à partir du moment où on arrive à faire de la place pour ça, tout en restant, je le disais à un moment, hein, mais on peut faire des blagues, on peut être un peu léger, on peut, voilà, on n'est pas obligé d'avoir une discussion tout le temps hyper lourde, mais il me semble faire de l'espace pour leur permettre de poser ses peurs, ses émotions et ensuite rediriger leur colère. Ça me paraît être pas mal, mais peut-être que Céline aura d'autres billes sur notamment le côté digital, parce que c'est aussi une génération née, élevée dans le digital. Céline, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton côté Peut-être spécifique? juste un tout petit complément pour laisser de la place à d'autres questions quand même. Je pense que là où tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant, en plus de tout ce que tu as déjà dit aussi, Loumire, hein, c'est le côté colère. On sait, les réseaux sociaux, c'est des espaces qui vont encourager par les algorithmes des clashs, du débat, tout ce que tu décrivais tout à l'heure. Et du coup, c'est un endroit où on se met facilement en colère. Comme je le disais aussi dans ma prise de parole, parler à un écran, en fait, ça coupe l'empathie. Donc on se laisse aller
aller aussi à des émotions très fortes. Mais paradoxalement, en fait, on n'a pas vraiment d'espace, comme tu disais, Loumir, pour les déposer et pour aller creuser, en fait, ce qu'il y a derrière. Donc moi, je pense en tout cas, c'est vraiment la seule chose que je veux rajouter, que ce soit une conversation face à face ou une conversation numérique, c'est les mêmes enjeux. Merci à toutes les deux. On avait un petit paquet de questions que je résume, j'espère ne pas trahir la pensée de celles et ceux qui l'ont posé, sous un paquet charge mentale et un peu épuisement. Comment faire face à cet épuisement et cette charge mentale que ça représente d'essayer de faire bouger l'autre et de faire bouger les autres. Quelqu'un qui disait, par exemple, bah voilà, il y a plein de conseils intéressants dans ce que vous dites, très pertinents. Et en même temps, bah, c'est dur de devoir se dire qu'il faut à la fois être la prof, la psy, l'humoriste, la proche, l'aimante, tout ça en même temps face à ses proches. Comment on fait aussi pour pas s'épuiser face à l'ampleur de cette tâche et rester optimiste? Comment on fait quand on se retrouve face à des gens ou des proches qui nous reprochent à nous aussi de nous être radicalisés ou d'être d'extrême gauche, par exemple. Donc, pas mal de questions autour de ça, de la gestion de l'épuisement, de la difficulté à garder la niaque. J'espère bien le résumer. Céline, est-ce que tu veux commencer, puis Loumir? Ouais, je peux. Je pense, en fait, on n'est pas obligé d'être 24 heures sur 24 une discussion intentionnelle. En fait, faut choisir le moment. Loumire le disait à la fin de sa prise de parole tout à l'heure, on peut poser ses limites. Et en fait, si dimanche prochain au repas de famille vous vous sentez pas de le faire, vous le faites pas. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir le faire dans les meilleures conditions et d'arriver à choisir son moment. Et typiquement, tout à l'heure, quand je vous parlais du WhatsApp du voisin du dimanche matin, peut-être que ce dimanche-là, vous n'avez pas la foi pour le faire, et peut-être par contre que dans 15 jours ou à un autre moment, les conditions seront réunies pour le faire. Je pense que, en tout cas, avec les outils du numérique, et je termine rapidement là-dessus, c'est possible de s'aménager des poches. Où vous allez trouver de la légèreté, vous allez retrouver de la joie aussi pour vous ressourcer. Et être à nouveau d'attaque et, comme tu disais, Sarah, retrouver la niaque pour y arriver. Mais moi, enfin, en tout cas, tu pourras nous dire, Loumire, mais moi, je suis pas parfaite. Je fais pas tout ce je dis là, tout ce que j'ai dit là, je l'applique pas 100% de mon temps. Oui, 100%. Oui. Bon, il y a aussi des fois où je décide de poser mon cerveau et que je vois mes proches pour voir mes proches parce que je les aime, parce que sinon ils deviennent un espèce de projet et plus des proches. Et ça, c'est un problème. Enfin, c'est pas ils sont pas votre expérimentation, hein. Si ça devient ça, c'est peut-être que c'est plus des gens que vous aimez profondément pour d'autres raisons et ça doit peut-être vous interroger. Mais vous avez aussi le droit de dire aujourd'hui, on va pas faire de la conversation intentionnelle, on va parler de tes gosses, de nos vacances, pour garder le lien, c'est important. Les gens, ça les épuise aussi, hein, si tout ce que vous leur racontez, c'est des trucs sur l'écologie pour les faire changer. Donc, c'est carrément OK. Maintenant, il me semble que nous n'avons pas vraiment le choix. Et je sais que c'est dur et c'est injuste et ça devrait pas être à nous de faire ça et on a le droit d'être très en colère. Mais moi, je n'ai pas d'autre solution pour faire advenir le monde qui va nous permettre de survivre collectivement. Donc, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver de la joie pendant qu'on le fait. Donc, en fait, à mon avis, on est vraiment dans ce travail pour le long terme. Donc, il vaut mieux doser, comme on le disait Céline, ne pas le faire tout le temps, etc., plutôt que le faire beaucoup puis arrêter. Et puis, je crois que voilà, c'est aussi un positionnement militant et un processus d'acceptation que ça fait partie du travail et que nous n'avons pas vraiment d'alternative si on veut gagner. Voilà. Eh ben oui. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses. Encore un groupe de questions qu'on a essayé de regrouper autour et qui est valable aussi autant pour des conversations numériques que des conversations dans la vraie vie. Donc, je vous donne la parole à toutes les deux. Comment réagir quand ça dérape? Donc, par exemple, quand on va se faire insulter par un proche, que vraiment la conversation dérape, notamment quand c'est un proche, quelqu'un de la famille ou un proche de la famille, un ami d'amis, etc. Ou que ça dérape dans le sens la personne en face de nous se braque au cours de la conversation. On a cassé quelque chose dans la discussion avec la personne, on l'a braqué. Comment on gère ce genre de situation? Donc là, on est plus sur des conseils techniques.
Qui veut commencer? Loumir? Alors déjà, si un proche vous insulte, ça m'interroge. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais peut-être c'est pas avec ces gens qu'il faut avoir des conversations intentionnelles. Enfin, c'est à vous de savoir, hein, mais je vous envoie de l'amour si ça vous arrive, parce que c'est dur. Euh, Si ça se tend, je pense, c'est pour ça que on disait, c'est dur, ce travail, hein. C'est du travail émotionnel. Donc c'est à vous, je pense, si vous voulez que la conversation atterrisse, de doser, de rester calme. Normalement, si vous vous comportez calmement, il n'y a pas de raison que l'autre s'énerve tout seul. Moi, ça m'est très rarement arrivé quand même. Si vous écoutez, si vous faites de la place, si, et on l'a pas dit, mais le sujet, enfin, c'est très souvent, nous, ce qu'on appelle des tête-à-tête, hein. C'est une personne, une personne. En petit groupe, maximum trois personnes. Mais c'est pas un truc que vous lancez à la volée au dîner ou à la table du repas de Noël. Enfin, c'est pas ça. Ça peut être quand vous êtes nombreux, mais si vous êtes autour d'une grande table à deux, mais c'est vraiment une conversation intime. Donc, normalement, c'est pas un truc qui peut partir en sucette. Bah, parce que d'autres s'en mêlent, etc. C'est pas le bon contexte, si jamais c'est un moment collectif où tout le monde peut un peu faire n'importe quoi et rajouter son grain de sel. Normalement, si vous restez calme, il n'y a pas de raison que l'autre s'énerve. L'autre, il peut être ému, mais il s'énerve pas. Mais ça demande à vous beaucoup d'énergie, de régulation, d'amener du calme, d'amener de la compassion, de l'empathie, du regard, etc. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'énergie. Céline, est-ce que tu veux compléter sur le online, le numérique, ou Non, pas ton... vraiment, parce que tout ce que a dit Loumir, je pense, enfin là, en gros, la discussion qu'on a ce soir, c'est vraiment à propos des proches. C'est pas quand on, par exemple, on met un commentaire sous une publication, sur n'importe quel réseau social, et que là, on interagit avec des personnes qu'on ne connaît pas. Là, moi, ouais, je suis assez alignée avec ce que vient de dire Loumir pour ce qui concerne les proches. Eh ben, une question du coup quand même pour toi, Céline, sur spécifiquement, pour le coup vraiment spécifiquement sur les conversations en ligne. Quelqu'un qui demande quand on est administratrice ou administrateur de groupe WhatsApp ou de groupe Discord, enfin de groupe de discussion, qu'est-ce qu'on fait justement quand il y a un voisin qui va tenir par exemple des propos racistes? Comment on fait pour à la fois ne pas tomber dans une logique de confrontation directe avec cette personne et en même temps ne pas laisser ce type de propos passer sans réaction? D'autant plus si sur le groupe il y a des personnes que ça peut à juste titre blesser directement parce qu'elles sont directement concernées par ce genre d'attaque. Voilà. Est-ce que tu as des conseils sur ce genre de situation? Moi, j'aurais tendance à penser qu'en fait, c'est si on est dans ce rôle-là d'administrateur ou de modérateur ou de modératrice de n'importe quel fil sur n'importe quel canal, je pense que c'est pas le même rôle que de se dire qu'on est un utilisateur et qu'on peut avoir. Je pense que la conversation intentionnelle, du coup, elle va pas fonctionner parce que là, en fait, en gros, ouais, c'est pas le même rôle. Pour moi, un rôle d'administrateur, administratrice, il est là pour faire respecter les règles de la communauté, que la communauté s'est fixée. Et du coup, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est plus possible d'appliquer l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il s'adressait vraiment à un utilisateur ou une utilisatrice. Et par contre, modérateur, modératrice, je pense que l'étape que j'ai dit tout à l'heure de vous ne validez pas les propos racistes, bah, du coup, l'administrateur, l'administratrice, bah, du coup, vous prenez les mesures qui ont été prévues par votre communauté et vous les appliquez. D'autant plus si il y a des personnes vulnérables ou concernées sur cet endroit-là, mais même si c'est pas le cas, il faut le faire. Ouais. Merci beaucoup Céline. Une question plus cette fois-ci pour toi, Loumien, mais qui peut aussi, la question revient aussi sur les réseaux sociaux, enfin sur les conversations sur les réseaux sociaux, donc tu pourras compléter évidemment Céline si tu as besoin. Il y avait deux types de questions qui revenaient beaucoup sur comment gérer les arguments. Bon, tu l'as un peu abordé déjà, Loumien, mais je pense qu'il y a besoin pour les gens d'y revenir. Que répondre à des arguments comme les étrangers sont la source de nos problèmes?
sans pouvoir évidemment citer forcément de quel problème on parle, mais voilà, une reprise de ce discours un peu ambiant, malheureusement qu'on retrouve dans pas mal de médias et de discours politiques, même type de questions sur les chômeurs. Ils n'ont pas besoin de travailler puisqu'ils touchent au chômage, donc les gens en fait se complaisent dans une situation de chômage, donc le problème c'est les chômeurs, etc., etc. Comment tu rebondis sur ça? Oui, j'ai eu beaucoup ce genre de conversation. En fait, j'en reviens à ça, c'est pourquoi c'est plus important pour toi de blâmer. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est plus important pour ma copine en CDI, petit employé de banque, de blâmer un chômeur que de blâmer le mec qui dirige la banque pour laquelle elle travaille. Moi, c'est ça, moi, franchement, parce qu'en fait, ça m'intéresse profondément. En fait, je me dis, je ne comprends pas. Parce que pour moi, c'est pas du tout la conversation que j'aurais. Donc, du coup, il me semble qu'il y a plusieurs. Il faut comprendre les ressorts de pourquoi c'est important ça. On le sait, il y a un vrai sujet de distinction. En gros, quand on est avant-dernier, on est content de ne pas être dernier. On revient sur la fierté et la honte, hein. Donc, le plus important devient de mettre une distance très très forte entre soi et les derniers. Donc, entre soi et les assistés, soi et les chômeurs, les RSA, les arabes, les musulmans, les migrants, peu importe, parce qu'on a peur de leur ressembler, parce qu'on a bien compris quelle place ils occupaient dans la hiérarchie des choses. Ça, c'est un enjeu de distinction et de fierté. Puis, il y a un autre enjeu. Ça c'est difficile à... Mais je sais pas si ça, il faut vraiment en parler, mais il faut l'avoir en tête. Qui est que, en gros, ce que beaucoup de gens se disent, c'est j'en chie, mais au moins, moi, je gagne ma croûte et je suis pas chômeur. Et ça, c'est un motif de fierté. Là où on peut creuser, c'est, en fait, mettons que tu trouves ça anormal et moi, je peux entendre. Dans une approche de justice, que tu trouves ça pas juste, que quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas touchent la même chose. Mais la question, c'est pourquoi tu touches si peu d'argent, en fait? Parce que demain, la personne au chômage, elle touche moins d'argent. Qu'est-ce que ça change à toi? Absolument rien. Absolument rien. Ça ne change rien à ta vie. Par contre, si on augmente les salaires, bah là, c'est mieux. Qui propose d'augmenter les salaires? Pourquoi est-ce que les gens qui dirigent et qui ont accès au pouvoir, ils proposent toujours de baisser les aides des autres et jamais d'augmenter le salaire de ceux qui travaillent? Qui propose d'augmenter le salaire de ceux qui travaillent? Bah, a priori, c'est plutôt les syndicats. C'est plutôt... Bon, les syndicats, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que il vaut mieux qu'on gagne plus de trucs quand on se met tous ensemble que quand on se divise. Ah bah ça c'est intéressant parce que ça permet en effet de le voir. Quand est-ce qu'on a gagné des congés payés? Quand est-ce qu'on a gagné l'arrêt du travail des enfants? Quand est-ce qu'on a gagné la sécu? Bah c'est quand il y a plein de gens qui se sont dit, mais en fait, plutôt que de se bouffer le nez les uns entre les autres, on va s'organiser collectivement pour gagner des trucs que les puissants veulent pas nous donner et qu'il y avait par ailleurs un moment de gauche au pouvoir qui a accompagné ce changement. Donc, je pense qu'il faut toujours arriver à sortir de ce truc de manque et aussi de redonner de la dignité. Oui, c'est pas normal quand on travaille tous les jours de ne pas réussir à vivre bien. C'est pas normal. C'est une honte dans la septième puissance mondiale de travailler 35 heures et de ne pas réussir à se payer une semaine de vacances. Ça n'était pas le cas avant. Qu'est-ce qui a changé? Et je pense qu'il faut, en fait, toujours, c'est ça le moment de redirection de la colère. C'est de dire, ta colère, elle est légitime. Juste, demain, on baisse les allocs des chômeurs. Ta vie, elle va mieux? Et comment on fait si toi, tu deviens chômeur? Non, il y a une autre solution. Et c'est ce regard qu'il faut déplacer, en fait. Merci beaucoup, Loumir. Est-ce que Céline, tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là spécifiquement? Non, c'est bon. Non. Une autre question un peu dans ce style-là, et je vous laisse me dire laquelle de vous deux. Je pense que les deux, c'est vrai en ligne comme dans la vraie vie. Que faire aussi face à des propos décomplexés, des propos racistes de plus en plus décomplexés, avec des personnes qui vont nous, voilà, je sais pas, je cite hein, évidemment des, on n'est plus chez nous, on ne trouve plus de porc, mais plus que du halal, les femmes sont voilées, voilà, des discours de plus en plus, des discours racistes de plus en plus décomplexés. Comment gérer ça? Comment rebondir là-dessus?
Vas-y, Lumire, moi je voulais Vas-y, juste pardon. rappeler un truc, Sarah, Internet, c'est la vraie vie. Et Tout à vas-y. fait. Moi, je poserais toujours, il faut réancrer dans l'expérience personnelle. Donc, c'est quand la dernière fois que tu as acheté du porc et que tu n'en as pas trouvé? Non, parce qu'en fait, on trouve du porc en France, hein. Donc, raconte, raconte. Et pas pour mettre le nez dans le caca aux gens, mais sincèrement, genre. c- Donc, en fait, si tu trouves du porc, quand t'en cherches, enfin, raconte les moments où tu te sens plus chez toi. Moi, dans mon expérience, alors encore une fois, je viens pas d'une zone, le sud-est, c'est encore un autre délire, hein, c'est quand même un endroit qui est largement façonné par l'héritage colonial et la décolonisation pas gérée des pays d'Algérie, enfin, des pays du Maghreb, notamment d'Algérie. Il est vrai qu'il y a parfois des tensions communautaires. Je pense qu'il ne faut pas le nier non plus, parce que sinon on est les bisounours de service. Donc la question c'est, pour moi, mettons que la personne dise, bah, je sais pas, il y a 30% d'arabes dans mon école. Ok, bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Pourquoi c'est un problème? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de porc à la cantine ou est-ce que c'est parce que, il y a plein d'enfants de pauvres et que tu as peur que ton gamin, au milieu d'enfants de pauvres qui parlent pas forcément bien le français, il soit en difficulté? Bon, bah, si c'est ça, c'est intéressant parce qu'en fait, qui propose le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux? Qui propose de créer des classes plus petites? Enfin, en fait, pourquoi est-ce que nos impôts, ils vont pas là-dedans? Oui, c'est pas normal d'avoir dans des classes, et c'est vrai, les populations descendantes d'enfants d'immigrés ont plus de difficultés à l'école, mais c'est pas parce qu'elles sont plus bêtes, c'est parce qu'il y a pas de... Elles ont plus de difficultés parce qu'elles parlent pas la langue maternelle à la maison et il n'y a pas plus d'aide. Bah, est-ce que c'est juste ou pas? En fait, c'est toujours, plutôt que de sauter sur les gens en leur disant non mais c'est raciste ce que tu dis, c'est de dire quelle est ta peur derrière en fait. Il y a très peu de gens qui ont peur d'être grand remplacés. Ça, c'est un délire des fascistes. Quand les fascistes ils disent l'insécurité, eux ils pensent insécurité culturelle, on va disparaître. Moi, mes proches, ils pensent insécurité dans le sens où je ne me sens pas en sécurité. Qu'est-ce qui se passe si je perds mon travail? Qu'est-ce qui se passe si l'école elle ferme et qu'on doit faire 10 kilomètres de plus? C'est un état insécurisant. Mais ça, c'est à cause du capitalisme. C'est pas à cause des Arabes. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut l'entendre. Il y a des gens qui peuvent vivre dans un sentiment de tension communautaire. Ben, ils peuvent le raconter. Après, la question, c'est la faute à qui? Toujours. Genre, ok, on peut faire de la place à... par exemple, je prends un exemple qui est similaire, qui n'est pas raciste et qui est similaire sur le fond. Moi, chez moi, dans mon village, les anciens, ils disent beaucoup, et c'est vrai, notre village, il a doublé de taille en 10 ans. Ils disent, on n'est plus chez nous. On n'est plus, c'est plus comme avant. Et ben, en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est on se sent seul. Avant, on connaissait tout le monde. Tout le monde allait au boudin, tout le monde allait au loto. Aujourd'hui, tout le monde est derrière son portail, devant sa télé, et ça leur pèse. Bah, moi, je comprends. Mais du coup, pourquoi les gens, ils s'engagent plus? Pourquoi il n'y a plus les conscrits? Pourquoi il n'y a plus le boudin? Pourquoi il n'y a plus le loto? Peut-être que c'est ça qui est derrière. Après, si c'est je ne veux pas que mes enfants interagissent avec des Arabes parce que je pense que on n'est pas égaux et que c'est des sous-êtres humains, bon, ben écoute, je sais pas trop quoi dire en fait. Mais moi, ça m'intéresse toujours d'aller derrière le truc de. J'ai eu cette conversation avec ma belle-mère récemment qui me disait j'étais au marché, putain, il y avait personne qui parlait français. C'est sans doute vrai. Et alors? Qu'est-ce que ça t'a fait sentir? Pourquoi c'est un problème? Tu t'es senti exclu? Ok, d'accord, mais par exemple, quand tu as eu besoin de quelque chose et que tu as demandé, on te l'a donné? Oui. Bah, et ça t'intéresse. Tu vois, moi, quand je vois ça, ce que je lui ai dit, c'est moi, quand je vois ça, je me dis, putain, ça doit être vraiment dur d'émigrer dans un pays où personne parle ta langue. T'imagines? Il y a 1 heure par semaine où les gens, ils se retrouvent et ils peuvent causer entre eux, quoi. Ça veut dire que tout le reste du temps, ils sont avec des gens qui parlent pas la langue. Putain, ça doit vraiment pas être facile, quoi. Et là, elle m'a dit, putain, j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai. Et bien sûr, sur le papier, ça fait raciste. Tu te dis, oula, ça pue, cette phrase. Et en fait, en 10 minutes, on était passé à autre chose, quoi. Et elle me dit, ah ouais, j'avoue, putain, ils ont du courage, ces gens, en fait. C'était la fin de la conclusion, c'était la conclusion de la conversation. Et elle le pensait honnêtement. Parce qu'il faut décaler la focale, toujours. Merci beaucoup, Loumire. Céline, est-ce que tu as des éléments à rajouter sur cette question-là?
Non? Et ben, je vous propose qu'on prenne une dernière question et puis après, on conclura. Il y a un autre argument sur lequel on nous questionnait sur comment réagir, notamment face à cet argument de oui, mais le RN, le Rassemblement national ou les partis d'extrême droite, on n'a jamais essayé. Et donc, ça peut pas être pire que ce qu'on vit là aujourd'hui. Et du coup, voilà, comment réagir à ça? Qui veut se lancer? Céline, tu veux tenter ou Loumir? Vas-y, Loumir. Oui, je l'adore celui-là. Et ben, vous allez voir, c'est un peu chiant ce que je raconte, hein, parce que je dis toujours la même chose. Donc là, je dis, ça peut pas être pire. Alors raconte pourquoi c'est pire. C'est quoi ta vie? Qu'est-ce qui te met en colère? Pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui va pas? C'est quand la dernière fois que tu étais en galère? C'est là, la liste, la plupart du temps, les gens, quand ils ont un problème, c'est avec leur patron, avec l'administration. Donc, une école a fermé, il n'y a plus de médecins, ils se font chier au travail, ils se font harceler, ils machin. Ok. Comment le RN va solutionner ça? Vas-y, raconte. Enfin, vraiment, la réponse c'est toujours non. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de proposition. Mais l'argument moral, et c'est terrible, ne fonctionne pas. Moi, j'aimerais quand même que dans un pays où il y a moins de 100 ans, nous avons activement participé au génocide de plusieurs populations, les Juifs et les Tziganes en l'occurrence, on arrive avec un argument moral qui dirait bah, on ne met pas au pouvoir des gens dont le parti a été fondé par des Waffen-SS. J'aimerais, hein. Force est de constater que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, que c'est un argument éculé, que la stratégie de banalisation et de normalisation du RN a fonctionné, bien aidé par il faut le rappeler, contre quoi on se bat, un appareil médiatique de propagande, il n'y a pas d'autre mot, financé par des milliardaires dont l'objectif, c'est la mise en place d'un régime autoritaire. Parce que la démocratie n'est pas compatible avec leurs envies réactionnaires et de profit à tout prix. Donc, oui, l'argument moral ne fonctionne plus. Donc, viens, ok, mais vas-y, raconte qu'est-ce qu'ils vont faire. Quand est-ce que ils ont voté pour des trucs pour lesquels on était? Ils ont voté pour la régulation de l'implémentation des médecins? Non. Ils ont voté pour l'augmentation du SMIC? Non plus. Ils ont fait quelque chose pour faire en sorte que la réforme des retraites soit abrogée? Non plus. Ils ont voté pour la loi du plomb. Donc en fait, c'est pas vrai qu'ils vont avoir des vraies solutions aux vrais problèmes des gens. Ah, encore une fois, sauf si ton problème c'est je veux vivre dans une société ségrégée où il n'y a plus de noirs et d'arabes. Alors dans ce cas-là, oui, vote pour le RN parce que c'est ça le projet, et puis on se retrouvera dans la rue pour se battre parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ces gens-là, il faut les combattre et on ne va pas les convaincre. Mais la plupart des gens qui disent on n'a jamais essayé, ça vient euh, d'un sentiment d'impuissance, ça vient aussi d'une déconnexion. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un temps de clarification. Montrer le visage de Liam, cet enfant de 5 ans qui a été mis en prison par la police de l'immigration. Parce que quand le RN dit nous allons lutter contre l'immigration illégale, c'est exactement ça le projet. Il n'y a pas d'autre solution que de faire des rafles et de mettre les gens dans des cras. C'est ça qui va se passer. Donc maintenant qu'on le sait, parce qu'on l'a vu, est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu penses que des enfants de 5 ans en centre de rétention administrative, ça va améliorer tes problèmes? Non. Et tu as le droit d'être en colère parce que c'était une solution facile. Et que l'autre solution, elle n'est pas facile. Elle est de se bagarrer, elle est de se syndiquer, elle est de se battre pour ses droits. C'est épuisant, ça fait chier. On devrait en effet avoir des gens qui nous gouvernent avec les meilleurs intérêts, nos intérêts à cœur. Je suis d'accord, moi aussi ça me gave, hein. Moi aussi je préférerais faire autre chose de ma vie. Enfin, j'adore être là avec vous, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, je pense qu'on peut tout à fait être en colère ensemble sur le fait qu'il n'y a pas de solution facile. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit essayer le poison, quoi. Eh ben, merci beaucoup. On va clore. J'ai une dernière petite question parce qu'on l'a trouvé sympa quand même, et, qui était pour vous deux. C'est est-ce que vous êtes d'accord avec Bad Bunny que l'amour est plus fort que la haine? Oui. Bon, Oui. bah voilà. C'était la dernière question. Elle est assez simple à À mille répondre. pour cent. Et d'ailleurs, si je peux me permettre sur ce sujet, donc confidence, moi je suis chrétienne, donc je lis beaucoup de théologie de la libération et notamment je fais pas de prosélytisme, hein, mais je vous conseille un concept génial qui s'appelle la communauté bien-aimée de Martin Luther King. C'est un concept qu'il a développé sur la fin de sa vie et qui raconte comment l'amour va sauver le monde, en gros.
Très bien. Et ben, conseil lecture qu'on rajoutera dans les lectures. On va arrêter là ce webinaire. Je voudrais déjà vous remercier très sincèrement, Loumir et Céline, pour la qualité de vos interventions, pour la précision de vos réponses et le temps que vous avez pris pour participer. C'était vraiment très chouette. Avant de vous quitter et de nous quitter et de vous laisser dîner, vaquer à vos occupations, je vais vous rappeler quelques petits trucs très rapides. Tout ce qui vous avait été présenté là, enfin pas tout, mais une bonne partie, on a essayé de le remettre en forme par écrit dans ce qu'on a appelé un guide de conversation, qui reprend un peu les exemples et les conseils qui vous ont été donnés là. On vous les enverra. Je crois que bah oui, le lien a été mis dans le chat et vous les recevrez aussi par email à la suite de ce webinaire. Si le sujet vous a intéressé, je vous invite d'une part à lire le livre de Loumir, que je redonne son nom, ces gens-là. On vous le remet aussi dans les liens. Et aussi à suivre Loumir et sa newsletter qui s'appelle Plug Power. Et n'hésitez pas à contribuer et à la soutenir. C'est hyper précieux d'avoir ce genre d'expertise et de conseils pratiques dans le combat qu'on a à mener dans les années qui viennent. Si vous souhaitez aussi vous informer et agir avec Greenpeace, notamment en vue des élections municipales qui ont lieu dans à peu près un mois pile poil, vous trouverez plein de ressources sur le site dédié de Greenpeace, qui est un site sur lequel vous pouvez vous informer, vous pouvez amplifier des informations, vous pouvez voilà, avoir plein d'idées de choses à faire, d'actions à faire, ou ne serait-ce qu'avoir de l'information. C'est un site tout simple, ça s'appelle résistons.org. Donc voilà, vous pouvez trouver plein d'infos là-dessus. Surveillez bien vos boîtes mail dans les jours qui viennent parce qu'on va vous renvoyer les liens, le guide de conversation, le résumé en une page de Loumir de ce qu'elle vous a transmis ce soir. Et si vous voulez retrouver tous nos webinaires, donc l'enregistrement de celui-ci, mais aussi le précédent dont je vous parlais qui a eu lieu la semaine prochaine, vous pouvez trouver tout ça aussi sur notre site. On mettra, je pense que l'équipe va mettre l'adresse, mais en gros c'est greenpeace.fr/no-webinaire. On va vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à nous faire remonter aussi vos expériences, vos retours, vos impressions après ce webinaire. Et sur le guide de conversation, c'est toujours précieux pour nous d'avoir vos retours. Et je termine par un dernier mot important. Vous le savez, Greenpeace est 100% indépendante. On dépend d'aucun don d'entreprise ou de subvention publique. Il y a seulement vos dons à vous et à tous les gens qui nous soutiennent, qui nous permettent d'agir. Donc, j'en profite quand même pour vous rappeler que tout don est bienvenu. Il y a un QR code qui s'affiche à l'écran et on vous remet le lien de nos pages de dons, pages de dons dans le chat aussi. Voilà, je m'en arrête là. Encore un grand merci à Loumir et Céline pour la qualité des interventions et pour le temps que vous avez pris pour tout ça. Merci à vous toutes et tous qui avez suivi ce webinaire du début à la fin. Et j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez passé une bonne soirée et je vous souhaite une belle fin de soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Est-ce que je Et peux à rajouter juste un petit mot personnel? oui, C'était juste pour faire un petit coucou à mes parents qui se sont connectés depuis le début. Voilà, bonne soirée tout le monde. bonjour aux parents de Céline. Et merci Loumir et à bientôt Céline et Loumir. Ciao.